Moi, il n'y a aucun monde dans lequel j'aurais amené une boîte à 10 millions de revenus annuels sans... Ce que je ferais si je devais relancer une boîte SaaS de zéro. Les 3 premières actions que je ferais. La première, c'est en 18 mois, on est à 3 millions d'ARR, incroyable, et on décide de lancer une deuxième version qui va s'appeler Wallaxy et qui a vocation à livrer beaucoup plus de fonctionnalités. Tu as quand même cet asset. Si on parle d'acquisition, et pour moi l'asset le plus puissant, parce qu'il est très dur à détrôner, il est très dur à obtenir, mais une fois que tu l'as, tu as gagné quelque chose que personne d'autre peut avoir sur ton marché. En termes d'acquisition, on fait à peu près 10 000 téléchargements par semaine. Toi non, j'ai une question. Comment est-ce qu'on réussit tellement bien sa boîte qu'on se fait tège par LinkedIn? Ça dépend ce que tu fais. Pour se faire tège par LinkedIn, il faut quand même chercher un peu la merde avec eux. Mais ils aiment pas trop ce qu'on fait. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? On fait un outil d'automatisation. Qu'est-ce qui vous prend? Un outil d'automatisation LinkedIn, outil d'automatisation de la prospection, mais pas que. En fait, on automatise tous les comportements que tu voudrais pouvoir automatiser sur LinkedIn. Aujourd'hui, c'est la prospection, le recrutement, mais on a pas mal de use cases aussi sur tout ce qui est nurturing et on commence à s'intéresser aussi à la partie setting, vraiment l'idée de construire un réseau LinkedIn de qualité et avoir un outil qui est toujours présent avec toi pour t'aider à automatiser et avoir des comportements qui sont intelligents pour, in fine, développer ton business, faire grossir ton activité. On va parler des chiffres plus en détail, mais là, si tu devais définir ton état actuel, ton état d'avancement actuel dans ta quête entrepreneuriale et dans le cycle de vie de ta boîte, tu dirais que tu en es où en ce moment? Alors, dans une phase hyper particulière, puisqu'on a explosé jusqu'à fin 2023, donc en 4 ans, 10 millions d'ARR. Et 2024, inversion de la courbe, on a perdu quasiment 2,5 millions d'ARR en un an. Donc aujourd'hui, on est autour de 7,5 millions. Et donc, phase assez particulière, parce que dans le même temps, on a recruté 20 personnes et on est dans une stratégie de diversification. Donc là, on démarre une stratégie multiproduit sur laquelle on est en train de développer 2 autres verticales. Et l'idée, c'est vraiment de commencer à avoir différentes entités opérationnelles et de faire levier sur notre expertise, notre marque pour lancer d'autres outils et favoriser le cross-selling entre Wallaxy et tout notre écosystème d'outils qu'on va créer autour. Ok. Comment t'expliques cette perte de vitesse, ce petit step back? Ouais, il y a plein d'explications, c'est multiple. Ça va peut-être nous faire entrer dans les différents sujets. Le premier, c'est l'acquisition. On a pris un énorme shoot SEO, donc SEO, principal canal d'acquisition historiquement, avec entre 20 et 30% de nos clients qui venaient du SEO. Trafic divisé par 3 en un an. Différentes mises à jour Google sur lesquelles on n'a pas su s'aligner et du coup, gros shoot. Aussi stratégie qui était très orientée trafic et du coup, pas forcément en conversion. Et donc, dès que le trafic a été touché, forcément, ça a impacté le business. Plus de compte LinkedIn pour moi. On générait 22 millions de vues sur LinkedIn en 2023. On génère quasiment 10 fois moins en 2024. Donc, grosse perte de visibilité, sachant que 20% de nos clients venaient de LinkedIn. C'est la partie acquisition. Et ensuite, la deuxième grosse raison, c'est la partie product. On va dire ratio entre la valeur que délivre le produit et le coût du produit. Donc, d'un côté, on est sur un marché qui est assez concurrentiel. Qui s'est commoditisé, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, tu faisais de la prospection automatisée sur LinkedIn, je veux dire, personne ne savait que ça existait, ça marchait super bien. Forcément, la performance a réduite, c'est-à-dire que les gens se sont habitués et donc l'audience est plus saturée. Donc les résultats globalement de la prospection LinkedIn sont moins bons qu'à une certaine époque. Les volumes ont réduit puisque LinkedIn est passé de 500, 700 invitations à 200 invitations par semaine. Limite que nous on bypassait jusqu'à mi-2023 et donc tu vois mi-2023 ils ont vraiment réussi à fermer toutes les vannes, ce qui fait que la limite officielle et il n'y a plus aucun outil aujourd'hui qui contourne cette limite est vraiment de 200 invitations par semaine, ce qui a finalement divisé par 2,5 le nombre de personnes que tu pouvais contacter sur LinkedIn et donc in fine par 2,5 quasiment la valeur du produit. Et dans le même temps nous on a beaucoup joué avec notre pricing. Et donc, on a monté nos prix, probablement un peu trop. Là, tu vois, on est en train de step back sur certaines parties, certaines verticales. Donc, tout ça cumulé fait que le ratio produit-valeur a baissé. Et après, on observe que dans la troisième grosse raison, c'est qu'il y a un contexte macroéconomique où l'argent des fonds, ça fait 2 ans qu'il s'est drastiquement réduit. Et du coup, forcément, beaucoup moins de startups financées, donc un écosystème qui est moins en croissance. On le voit bien, et donc l'argent des fonds ruisselle plus en fait sur l'écosystème. Même si nous on est autofinancé, forcément ça fait une baisse de traction sur tout l'écosystème, quoi. Et donc on voit bien que la plupart des SaaS B2B ont les mêmes galères que nous en 2024.
Ok, ok. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu une phase de croissance et de scale très très Mm, rapide, très véloce. Je me souviens, on avait parlé à l'époque de comment vous avez atteint 1 million d'ARR, donc mm. de chiffre d'affaires annuel récurrent en 9 mois, dès vos 9 premiers mois. Donc une croissance initiale très véloce. Et en fait, naturellement, pour des raisons, comme tu l'as dit, contextuelles, conjoncturelles, internes, externes, vous vous êtes retrouvé en prise avec une certaine entropie qui a vu votre CA baisser, quoi. Et tu m'as parlé, donc tu nous as partagé votre CA actuel. Là aujourd'hui, vous êtes combien dans la boîte? On est 60, 60, 65. Ok, ok. Toujours dans les mêmes locaux avec 19 étages et Toujours dans les mêmes locaux, avec 3 étages, une piscine à boules, une salle dans de la Walaxy sport. Tower, Ça n'a pas changé, quoi. La Galaxy Tower. sous le hamac. Sous le hamac, exactement, ouais. Je suis dans la salle chill, sous le hamac géant, qui est devenu un peu la salle studio du média. Mais à savoir qu'il y a plusieurs épisodes, parce que t'es coutumier, t'es coutumier de la chaîne, hein, et on avait fait plusieurs épisodes, parce que vous nous aviez accueillis à Montpellier dans vos locaux. Et donc, il y a plusieurs épisodes avec toi où on parle de divers sujets. Là, aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis 5 minutes. J'ai vraiment envie qu'on désosse Walaxy d'un point de vue business, d'un point de vue marketing, pour comprendre comment vous en êtes arrivé là, ce que vous avez fait, bien fait, ce que potentiellement tu ferais différemment. L'objectif, c'est de se nourrir de toute ton expérience, de tout ce que tu as compris, de tout ce que tu as appris. Est-ce que ça te chauffe? Ouais, carrément. En plus, il y a plein de trucs à Ouais, raconter sur ce que je ferais différemment aussi, c'est cool. de ouf. Bah écoute, tu le sais, chez Skelesia, nous, on aime bien, on a un petit kink pour la théorisation et pour la modélisation. Et on s'est amusé donc à modéliser ce qui permet à une boîte de croître. Une boîte, donc, c'est un écosystème qui est à la jonction, qui est le fruit de 3 sous-systèmes qui sont euh, ton acquisition, donc comment est-ce que tu génères du lead, comment est-ce que tu attires des clients potentiels, la conversion, comment est-ce que tu convertis ces opportunités en clients, et la delivery, euh, comment est-ce que tu délivres la valeur que tu as promise en surplus, de sorte que ton client soit super ravi, qu'il reste, qui te recommande, qui te donne des témoignages dont tu vas pouvoir faire levier pour faciliter le bouclage de la boucle, c'est-à-dire faire venir les prochains leads encore plus facilement. Je te propose qu'on utilise ça comme sommaire prévisionnel pour le reste de la discussion. Euh, parlons du premier. Parlons du premier. Aujourd'hui, tu m'as parlé donc parlons de l'acquisition. Si ça te dit qu'on parle Allez, d'acquisition pour commencer. c'est le sujet le plus Tu m'as dit populaire. que là, vous aviez eu une petite difficulté côté SEO. Mhm. Donc, ça sous-entend que c'est le SEO, c'était le SEO historiquement votre principal canal d'acquisition. Comment ça se structure aujourd'hui? Enfin, comment est-ce que vous générez vos leads en l'état? Et qu'est-ce qui a évolué là cette dernière année? Ouais, historiquement, on a plutôt 3 canaux d'acquisition principaux. On a vraiment LinkedIn avec une stratégie de branding super forte, mais qui nous a permis finalement, vu que nous, on vend un outil d'automatisation LinkedIn, de toucher quasiment toutes les personnes qui sont sur LinkedIn en France. Et du coup, forcément, gros canal d'acquisition, même si c'est très difficile à traquer. Deuxième gros canal d'acquisition, le bouche à oreille, forcément, quand tu as un bon produit, gros effet de viralité. Et le troisième, le SEO, effectivement, qui historiquement est un de nos plus gros canaux d'acquisition. Euh, Fin 2023, on prend un gros shoot sur le trafic, mise à jour Google, difficulté à se mettre à jour. On ne sait pas exactement pourquoi, les différents aspects du SEO. Et donc, trafic divisé par 3, ce qui fait qu'en 2024, notre principal canal d'acquisition est devenu l'affiliation. Et on peut s'attarder après un peu dessus si tu veux. Aujourd'hui, c'est 25% de notre acquisition qui vient de l'affiliation. Et donc, comment on va chercher nos clients? C'est essentiellement ces canaux-là. LinkedIn, avec au démarrage, quasiment que mon compte, puis après différents comptes de la boîte. Le mouvement s'est un peu essoufflé, on est en train de le relancer. SEO, avec une stratégie sur le SEO qui était vraiment au début focus sur mots-clés de longue traîne. Je ne suis pas expert du SEO, mais focus sur des articles de conversion. Puis on a élargi de plus en plus dans nos thématiques LinkedIn.
qui était vraiment la thématique et qui nous a permis de faire de l'éducation, sachant que nous, on est sur un marché où notre positionnement, c'est vraiment de cibler des gens qui n'ont jamais fait de prospection avant. Et donc, on avait un gros travail d'évangélisation, donc amener de la valeur sur tous les sujets connexes à LinkedIn et à comment utiliser LinkedIn. Ça nous permettait de générer de la conversion parce que toute personne qui s'intéresse à optimiser son LinkedIn de quelque manière que ce soit peut avoir un intérêt pour Wallaxy. Donc, ça a été ça notre stratégie principale. Aujourd'hui, on est en train de refocaliser notre SEO sur on va dire du SXO. Je ne suis pas forcément grand fan de ce terme, mais l'idée, c'est vraiment de focaliser le SEO sur la partie conversion et en particulier sur l'utilisation de lead magnet intermédiaires. L'idée étant que ton audience assez froide qui visite ton site, elle est quand même pas encore prête à convertir, en tout cas selon les verticales que tu as dans ton blog, qui est forcément un funnel tofu mofu bofu, donc vraiment classique. Quand tu as des articles bas de funnel qui sont très très proches de la conversion, tu peux envoyer direct vers ton site. Mais pour beaucoup d'articles qui sont très éducationnels, je sais pas, je dirais comment optimiser son profil LinkedIn, bon bah il y a des chances que je puisse pas t'envoyer directement vers la landing Wallaxy parce que bah, t'es pas encore assez chaud, t'es pas encore assez aware du problème et des possibilités d'automatiser. Et donc, je vais plutôt te pousser à lead magnet pour te qualifier, qui va être comment percer sur LinkedIn en 2025, comment automatiser ta prospection en 2025 ou les meilleures pratiques pour faire du business sur LinkedIn. L'idée étant de récupérer ta donnée avec un lead magnet, donc classique, hein, tu mets ton email, tu reçois une série de mails avec un e-book. Et derrière, on va retargeter plutôt soit via de l'emailing, soit via du ads. Ok. Ok, donc là aujourd'hui, quand tu parles de SXO, vous avez vraiment. Je me souviens qu'à l'époque, on avait parlé très extensivement de votre stratégie d'acquisition qui était vraiment en toile d'araignée. Donc, vous aviez vraiment une stratégie de contenu où l'objectif, c'était de faire finalement ping-ponger, flipperer l'audience à travers différents canaux, de les faire rebondir comme ça jusqu'à une conversion potentielle, c'est-à-dire l'accession au centre de la toile en fait d'araignée. C'était vraiment comme ça qu'on l'avait modélisé à l'époque. Là aujourd'hui, tu es en train de me dire que vous avez bifurqué vers un modèle beaucoup plus en funnel finalement, beaucoup plus en entonnoir, avec un parcours le plus homogène possible. Ou est-ce que j'ai pas du tout compris? Je pense que c'est un mix des deux. C'est-à-dire que la toile d'araignée, elle était assez chaotique. On diffusait un peu partout. Et donc forcément, on avait de la perte parce qu'on n'optimisait pas la conversion. Et donc là, on fait un travail pour, dans cette toile d'araignée, arriver on va dire à chaque extrémité de la toile. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux visualiser ton funnel en entonnoir, mais tu peux aussi le visualiser justement en toile d'araignée. Et plus la personne navigue à l'extérieur de la toile, plus tu as envie de la faire avancer au centre de la toile. Mais du coup, c'est un entonnoir 3D, si tu veux, dans lequel effectivement l'idée c'est qu'à chaque endroit, tu as un niveau de proximité avec le produit qui se rapproche, enfin, qui est une distance qui se réduise. Et donc, bah, évidemment, si tu es sur du ads, on va avoir des campagnes de notoriété, on va avoir des campagnes de conversion. L'idée étant d'abord de se faire connaître, ensuite de convertir. Et ça va être pareil sur le SEO. Mais tu es juste à différents niveaux du funnel selon le canal. Et ensuite, on va mixer les canaux entre eux pour te recibler. Ouais. Ok. Et c'est tu vois, on a pas mal fait évoluer aussi notre approche de notre côté. C'est-à-dire que ce modèle-là de la toile d'araignée, donc de l'approche purement content slash média, nous a porté pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on est en train de repenser ce modèle et de le faire évoluer. Et d'ailleurs, c'est déjà opérant dans le sens de quelque chose de beaucoup plus encadrant pour le prospect. C'est-à-dire que l'audience est toujours dans une toile d'araignée. Elle est très contente d'y être. Le libre arbitre, tout ça. Mais par contre, on va la nudger de façon un peu plus directive vers ce qu'on considère être le prochain contenu, la prochaine étape pertinente pour lui, là où les prochaines, avec différentes actions. Et donc, et on a observé une très très nette augmentation non seulement du nombre de leads, euh, et en plus de la qualité de ces leads-là. Et je sais pas si c'est quelque chose que tu as observé de ton côté vis-à-vis justement du SXO au global. J'ai pas encore beaucoup de recul dessus. Je pense que ça reste des choses qui sont logiques aussi vis-à-vis des trajectoires de boîte que nous deux on a eu. C'est qu'on a d'abord beaucoup misé sur ce contenu grand public sans forcément se focaliser sur la conversion avec cette stratégie un peu média branding. Et maintenant qu'on a cette audience et cette capacité, l'idée c'est d'optimiser la conversion. Mais à choisir, je partirai pas forcément de la conversion pour autant. Je pense que cette stratégie, ça dépend de ton business, mais cette stratégie mass market, en tout cas nous qu'on a eu, qui était d'un point de vue logiciel, nous on est vraiment sur du mass market B2B, on va dire.
c'était pertinent de d'abord aller se faire connaître au plus grand nombre, d'avoir cette stratégie de toile d'araignée la plus large possible. Et maintenant que notre toile d'araignée elle est assez étendue, d'optimiser les différentes étapes de conversion. Il y a aussi une question de ressources quand tu lances ta boîte. Et fonction des étapes auxquelles tu es et des ressources que tu as plus ou moins de levier pour optimiser une partie du funnel. Et donc, on a plutôt focus au début sur la partie haut de funnel, branding, awareness. Et maintenant, on est en train d'optimiser les différentes étapes qui suivent. Ça te demande aussi plus de conversion, ça te demande aussi plus de ressources, puis ça te demande aussi plus de volume. C'est bête, mais tu vois, si ce sera le sujet après de la conversion. Mais tu vois, quand tu commences à avoir du gros volume, tu peux mener des A/B tests. C'est là que tu fais tes optimisations pour passer tes gros volumes d'audience dans la machine et arriver à faire un gros volume de leads. Là, en termes de métriques pures, qu'est-ce que tu peux nous dire sur vos chiffres actuels en termes d'acquisition? Ouais, en termes d'acquisition, on fait à peu près 10 000 téléchargements par semaine. Nous, notre métrique d'acquisition, c'est Ok. ça. Je ne saurais pas te dire le trafic qu'on a sur le website. Ce n'est pas une métrique que je regarde trop. Aujourd'hui, on est autour de, que je te dise pas de bêtises, on est autour de 17% de conversion de la landing vers un call to action pour s'inscrire. Et donc, ça doit être ça l'ordre de grandeur, mais je ne vais pas trop dire de bêtises, parce que je n'ai pas toutes les métriques en tête. Mais la métrique principale que nous, on va regarder, c'est acquisition, donc téléchargement. Et après, ça va être l'activation. C'est combien de personnes lancent une campagne sur l'outil. Et là-dessus, on va être autour Ok. de 40-42% des utilisateurs inscrits. Ok. T'as toujours été partisan de pas trop de granularité dans les métriques, en mode on choisit avant tout ce qu'on traque, on essaie de sélectionner les métriques qui ont le plus haut niveau de représentativité de ce qu'on est en train de faire et de mesure, et on évite d'aller trop dans le détail pour pas se noyer dans de l'info, quoi. Et comment tu t'assures justement, bah, parlons de ce gros coup de semonce que vous êtes pris en SEO à l'époque. C'est arrivé quand? C'est premier shoot août 2023, septembre 2023. Et après, Ok. ça a dégringolé pendant un an. Et là, on commence à être stable Ah ouais? depuis 6 mois. Et vous avez pas réussi à, vous avez mis un an à endiguer le truc, quoi? Ouais, 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 ouais. Purée. Et c'était quoi? En fait, c'est super dur à dire. Au départ, on a pensé que c'était essentiellement une problématique technique liée aux vitesses de chargement du blog. On a résolu ce problème, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que ça. Et donc, si tu veux, si on reprend un petit peu, tu as 3 piliers dans le SEO, c'est ta partie technique. Donc, est-ce que ton site il propose une expérience utilisateur qui est bonne, donc vitesse de chargement, chargement des images, etc. Une navigation qui est Hit bonne. speed et tout. Ensuite, tu as vraiment une partie contenu. C'est évidemment la qualité de ton contenu, mais aussi dans ce contenu, comment il est structuré. Donc, tu vois, on a toujours une grosse qualité de contenu. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais lâché. Par contre, on s'est rendu compte récemment que la catégorisation de notre contenu n'était pas bonne. Le fait qu'on soit allé sur trop de sujets, des sujets trop larges autour du marketing, ça nous a écarté de nos sujets niche. Et du coup, pour Google, on n'est plus un expert de notre sujet LinkedIn Automation. Donc, ça nous a fait baisser sur les sujets qui sont en fait nos sujets cœur de cible et ceux sur lesquels on veut convertir. Tu vois, on allant faire des articles sur quand est-ce qu'il faut publier sur Instagram, des trucs comme ça. Ça nous a un peu trop écarté de notre niveau d'autorité. Et en plus de ça, il semblerait quand même que Google ait mis un petit shoot à la traduction auto. Donc nous, historiquement, depuis début 2021, on traduit tous nos articles dans une dizaine de langues. C'est ça qui nous a permis de nous internationaliser, d'avoir une majorité de notre revenu qui vient de l'étranger aujourd'hui. Mais du coup, il semblerait que Google n'avait pas trop aimé ces systèmes de trad auto. Et ensuite, ton dernier pilier, c'est la partie autorité. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de toi et est-ce que les personnes qui parlent de toi sont crédibles? Et c'est pareil, nous, on fait de l'achat. Donc, tu as une partie organique, des gens qui parlent de toi pour ton produit, pour le fait que tu es reconnu, etc. Et ensuite, tu as une partie que tu peux acheter. Tu peux aller acheter des backlinks. Et là-dessus, sur cette stratégie, on achète des backlinks depuis toujours, de manière assez sobre. On a toujours été plutôt prudent sur ça. Donc, difficile de dire si ça vient de là ou pas. De toute façon, Google t'envoie pas un mail pour te dire pour quelle raison il t'a shooté ton trafic. Donc, c'est assez difficile de définir d'où ça vient. C'est probablement très multicausal. Ok, ok, ok. C'est un vrai. Franchement, ce que tu me partages quant à l'opacité que vous avez donnée, le floutage que vous avez donné à votre positionnement et aux yeux de Google, c'est-à-dire qui n'arrivait plus à vous identifier en tant qu'expert LinkedIn Automation, c'est
quelque chose qui m'est arrivé en tant que créateur perso sur LinkedIn, justement à peu près pendant cette période où je me suis mis à parler de sujets connexes qui m'intéressaient perso et qui pendant un bon moment, donc je parlais d'IA, je parlais de sport, je parlais un peu plus de lifestyle et tout. C'était super gratifiant en tant que créateur parce que niveau reach, c'était la folie. J'ai pris je sais pas combien de dizaines de milliers d'abonnés en un an. Enfin, c'était incroyable. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais complètement désaligné du jeu auquel je jouais et de mon objectif primaire qui était de générer des opportunités pour ma boîte, quoi. Et donc, j'ai mis plusieurs semaines à réaliser le truc, plusieurs semaines à repenser ma ligne éditoriale. Et aujourd'hui, j'ai jamais fait aussi peu de reach. Par contre, on n'a jamais généré autant de leads que ces 6-8 derniers mois. Et le niveau de qualité de ces leads monte de façon constante, quoi. Et donc, c'est marrant de voir que même à l'échelle d'un blog avec un tel trafic que le vôtre, je parle du vôtre, et ben, c'est des choses qui se mesurent aussi et que les constantes en fait marketing, les principes premiers marketing, tu vas les observer à toutes les échelles, quoi. C'est assez marrant. Ouais, complètement. Et puis là, c'est la conséquence, c'est Google qui te punit, mais Google, son seul et unique objectif, c'est de servir ses visiteurs. C'est-à-dire servir ses visiteurs avec du contenu qui charge vite, de qualité, avec des domaines d'autorité qui racontent des choses qui sont véridiques. Et donc, si tu satisfais pas les utilisateurs, tu satisfais pas Google. Tu m'as parlé de l'affiliation. On en parle très peu en France, de l'affiliation. C'est fou. Et ça tombe bien parce Parce que qu'on est en train de lancer un business là-dessus. ah bah, petit teasing pour tout à l'heure. Et en plus, on n'a jamais parlé ensemble. Non, Donc, très content que. On s'est un peu perdu de vue ces derniers mois et c'est un peu embêtant. Et là, c'est l'occasion d'un petit catch-up. Et je suis trop content d'ailleurs. carrément. Petite parenthèse, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais l'affiliation, c'est typiquement la fausse bonne idée dans 99% des situations. C'est-à-dire qu'on se dit que ouais, l'affiliation, ça sonne facile en fait. Ça sonne facile parce qu'on se dit bon on va placarder, on va proposer une com à des gens et les gens vont taffer et nous passive income, on va encaisser. Dans les faits, c'est infiniment plus complexe que ça. On se retrouve soit avec une affiliation super dysfonctionnelle, donc qui génère pas du tout la typologie de résultat qu'on attend, soit juste une affiliation qui décolle pas, où il se passe rien du tout. Et c'est vraiment un retour très fréquent qu'on me fait quant à l'affiliation. Et de notre côté, à chaque fois qu'on a essayé, on a très vite arrêté parce qu'on se rendait compte en fait que ça allait absolument nulle part. En fait, c'est beaucoup plus technique et beaucoup plus fastidieux que ça en a l'air. Euh, Comment vous avez fait, comment vous avez appréhendé le truc pour que ça marche pour vous? Mm. C'est exactement comme le community led. Il y a ce truc que les boîtes qui ont réussi le community led, ça a l'air incroyable. Tu montes un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, puis les gens parlent entre eux et d'un seul coup, ta marque, elle est au centre d'une communauté et tout le monde t'adore, etc. Je pense que le premier truc qui part du produit. Nous, l'affiliation, c'est pas un truc auquel on a pensé de base. C'est des gens qui sont venus nous demander s'ils pouvaient recommander le produit de manière rémunérée. Donc très très tôt dans la boîte, mais vraiment très très tôt à l'histoire de prospecting. Donc tu vois, fin 2019, début 2020, on avait des premières personnes qui sont venues nous voir au support en disant ah j'adore le produit et j'aimerais bien pouvoir le recommander, diffuser. Ça serait super pour mon audience, pour mes clients, etc. Et donc au début, on a vraiment bootstrappé le système d'affiliation. Tu avais un lien de tracking, tu venais au support. On t'envoyait un PDF à retourner signé avec la charte et tu recevais ton lien de tracking et on te versait les commissions à la main. Donc vraiment la version bootstrap en se disant si ça prend, tant mieux s'il y a des gens qui veulent nous recommander. Mais avec un mindset dès le début qui était, il faut que si on veut en faire un levier d'acquisition, il faut que notre programme d'affiliation se distingue significativement de tout ce qui existe. Et donc là-dessus, on a eu deux stratégies. La première, c'était de filer 50% de commission. Et la deuxième, c'était de le filer à vie. De sorte que vraiment, tu recommandes notre produit, tu touches la moitié du revenu, donc c'est significatif, donc il y a une vraie incentive. Et par rapport à la concurrence, si tu dois recommander un outil d'automatisation, tu vas recommander Wallaxy, parce qu'en fait, tu as une commission qui est 2 fois supérieure, donc tu as un vrai intérêt à faire ça. Donc l'idée étant qu'il y a un engagement de base de la communauté qui soit élevé. Nous, ça a bien marché aussi pour une deuxième raison, c'est qu'en fait, on est un outil, comme je disais tout à l'heure, qui a vocation à évangéliser la prospection. Et donc, ça a super bien marché parce que c'est un outil qui cherche à rendre accessible ça au plus grand nombre. Et notre communauté d'ambassadeurs, c'est principalement des formateurs, des coachs, des micro-influenceurs,
des SDR, des sales, mais des gens qui sont dans l'écosystème et qui vont accompagner des boîtes qui sont très très peu éduquées. Et du coup, c'est le bon outil à leur revendre. Je suis pas sûr que des concurrents comme la Growth Machine, qui sont orientés beaucoup plus techniques, qui ont un super outil, arrivent à générer les mêmes leviers avec l'affiliation, parce que c'est un outil qui demande beaucoup plus de compétences techniques et du coup s'adresse moins à du grand nombre. Donc c'est beaucoup plus difficile pour un formateur, un coach, un influenceur, quelqu'un qui vise le grand public, d'arriver à utiliser la Growth Machine, enfin de promouvoir la Growth Machine, on va dire. Donc c'est deux positionnements différents. Donc ce positionnement mass market, évangélisation, a fait que ça a bien marché pour nous. Et donc très très vite, début 2022, on a lancé notre propre plateforme où là on a automatisé tout le système. Et on a fait la promotion de notre plateforme à nos clients en mettant en avant la plateforme le plus souvent possible dans le parcours produit. Et donc l'idée, c'était de cibler les top clients, les top users, et de leur pousser la plateforme en disant en fait tu peux générer du revenu en revenant Wallaxy. Et forcément ça a marché parce qu'on avait un énorme product market fit et qu'on avait une grosse partie de bouche à oreille organique. Donc on a juste transformé un bouche à oreille organique en un bouche à oreille non organique via l'affiliation, avec une plateforme où ton système il est automatisé et du coup on a eu une approche de l'affiliation qui était product-led. Là aujourd'hui, tu veux revendre Wallaxy, tu tapes Wallaxy affiliation, tu te sign up sur notre plateforme, tu choisis le programme que tu veux de recommandation, tu as un back-office, ça y est, tu as un lien, tu peux diffuser Wallaxy à qui tu veux et tu touches 50% des ventes. Donc en fait, dès le début, vous avez des signaux archi forts de l'affiliation comme étant un potentiel banger pour vous, quoi. Ouais, super vite. C'est fou. C'est fou. Mais ça, c'est un truc qui m'avait marqué dès le début. Et d'ailleurs, on en avait parlé à l'époque. Et parce que je crois que c'est pas le premier contenu qu'on fait ensemble. Mais c'est les Charlie et Lulu de la French Tech. Mais c'est le fait que votre produit, vous êtes toujours et je crois pas que vous ayez dérogé à cette règle-là, sauf pendant une période, on va peut-être en reparler après, mais vous êtes toujours resté fidèle tendanciellement à ce parti pris-là. C'est celui de la simplicité la plus totale. Et je me souviens de Prospectine à l'époque, qui était le proto Wallaxy, et qui vous a tenu pendant une bonne année et demie, si je me souviens bien, 1 an et demi, 2 ans. C'était un outil qui était extrêmement rudimentaire dans ses fonctionnalités, c'est-à-dire dans sa versatilité, mais par contre qui était ultra bon dans ce qu'il faisait et avec une facilité de prise en main et d'utilisation qui était juste légendaire. C'était, je crois que c'est l'outil le plus simple d'utilisation et le mieux pensé pour ça, déjà de l'époque, mais de très loin, mais que j'ai utilisé, tu vois, vraiment, et que j'ai utilisé toute période confondue. Et ça, c'est un truc que vous avez gardé et qui donc vous a suivi et qui permettait aux affiliés de se valoriser en tant que tel, parce que quand tu recommandes un produit aussi simple d'utilisation, à fortiori une audience qui a besoin de quelque chose de simple, tu ne peux que te valoriser toi-même en tant qu'expert, et donc tu crées une continuité. Et on en vient à un des principes clés de l'affiliation, qui est qu'en fait, au-delà de la commission, ce que tu proposes, ta proposition de valeur doit servir de currency, doit valoriser l'affilié en lui-même. C'est-à-dire que doit lui servir dans son ethos d'expert, dans son ethos de formateur. Et ça, c'est un truc qui est à côté duquel la plupart des boîtes qui essaient de faire l'affiliation passent. C'est s'arrêter simplement à l'aspect très transactionnel, et tout en mettant de fait de côté l'aspect, ouais, forcément, va y avoir un vrai ruissellement entre l'expérience que tu proposes, entre la qualité de ton produit et la façon dont le client final va percevoir celui qui lui a recommandé. Et c'est ce qui peut freiner. C'est-à-dire que il y a moi, en tant que créateur, il y a aucun monde où, même si on me propose 50% de commission à vie sur un produit, je le recommande si je suis pas pleinement satisfait du produit, et si je suis pas pleinement content que ce produit-là fonctionne, du fonctionnement de ce produit. Et donc, en fait, la plupart du temps, on en revient juste au fait que ce que tu essaies d'affilier, c'est juste pas assez bon, en fait. Ton produit est pas assez bon. Ouais, je pense que c'est ça. Et l'idée, c'est l'affiliation, c'est... Alors, j'ai peu on va dire, j'ai peu de recul sur ça, mais mon analyse, c'est que l'affiliation, c'est ce que je disais, c'est juste une manière de transformer ton bouche à oreille organique en bouche à oreille non organique. Si tu n'as pas de bouche à oreille organique,
tu créeras pas du bouche-à-oreille non organique. C'est juste implicite. Personne ne recommandera ton produit, même de manière rémunérée, si personne n'est prêt à le faire de manière non rémunérée. Et donc, ton point de départ, c'est ça. Par contre, une fois que tu as ça, tu as ce truc. Si tu as un bouche-à-oreille organique sur ton produit, là, tu as un vrai levier sur la partie non organique parce que tu vas booster, tu vas donner une incentive en plus à des gens de travailler pour toi pour le faire et ils vont être contents de le faire parce qu'ils ont une rémunération. Mais effectivement, le point de départ, c'est une forme d'amour pour le produit que tu as fait et l'envie de le recommander. Et c'est le fameux, c'est l'exemple de Notion, par exemple, où en fait, leur stratégie de community-led et de recommandation, au départ, c'est juste des utilisateurs fans du produit qui ont fait des templates qu'ils ont partagés en disant là, j'ai fait un template pour tel use case, voilà, je vous le partage. Et Notion se sont rendus compte que c'était un super levier de leur proposer des programmes de partenariat, d'affiliation, parce qu'ils avaient déjà une communauté de gens qui les recommandaient et ils voulaient juste leur donner la possibilité de consacrer encore plus de temps à le faire en les rémunérant pour ça. Faut le voir, faut vraiment le voir comme un catalyseur plus que comme un déclencheur. Comme tu l'as dit, c'est une incentive, mais tu peux pas multiplier 0 par 0. Donc, à partir de là, tu es obligé d'avoir d'ores et déjà quelque chose, un lien émotionnel entre l'affilié potentiel et toi, auquel tu vas venir proposer quelque chose qui va magnifier la relation et l'encourager d'autant plus. Mais tu es obligé d'avoir ce patrimoine-là de départ. Et aujourd'hui, je sais que vous avez été forcément très très présent sur LinkedIn. Tu m'as dit que ça s'est un peu essoufflé de ton côté, enfin de votre côté, que là vous essayez de relancer ça. Alors, j'imagine que tu sais comment le relancer, mais comment est-ce que tu as fait pour instiguer cet effort communautaire au sein de ta boîte, de sorte que tout le monde publie? Déjà, tout le monde publie pas. Et en vrai, c'est quand même un point que tous assez ceux fort. qui publient sur la durée. Tu vois. Historiquement, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à publier sur LinkedIn, vraiment tout début des publications LinkedIn, on va dire, 2020. Avoir vraiment cette idée de vendre, des posts très bottom of funnel. À l'époque, tu faisais un post sur la prospection, tu faisais 15 000 vues. Ça n'avait aucun sens, personne publiait, donc il n'y avait pas de concurrence. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je publiais 2 fois par jour. J'avais un peu atteint la limite de la quantité de contenu que je pouvais créer, donc du nombre de gens que je pouvais toucher, et ma limite était au nombre de comptes. J'ai un compte, je peux toucher tant de gens. Comment je fais pour que la boîte puisse toucher plus de monde? Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire d'arriver à driver les gens à publier en leur nom sur leur verticale, en sachant que nous, visibilité LinkedIn égale visibilité pour notre produit, et donc peu importe ce qu'ils vont raconter, à un moment ou à un autre, ça va ruisseler sur la marque et du coup sur le produit. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai proposé en interne, on était début 2021, donc on n'était pas à 25. S'il y en a que ça intéresse, je vais animer un petit workshop interne, comment publier sur LinkedIn. Je vous explique ce que moi j'ai fait la dernière année et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je m'attendais à avoir 3 personnes dans la boîte qui sont chauds et je me retrouve où en fait j'ai quasiment toute la boîte qui veut participer à cet atelier et qui se retrouve en face de moi à écouter ce que je leur raconte sur la partie stratégie LinkedIn. Et à partir de là, c'est un peu là que ça a commencé, que la genèse. Tu as eu des hauts, des bas, etc. Mais tu as une partie des gens qui ont vite compris qu'ils avaient un intérêt de le faire pour leur marque personnelle et pour leur propre carrière et qui ont continué. Aujourd'hui, tu as quand même une rétention qui est assez ridicule. C'est-à-dire que je pense qu'il y a moins de 10% des gens dans la boîte qui ont commencé à publier LinkedIn, qui ont commencé à publier sur LinkedIn, qui publient. Et ensuite, du coup, pourquoi c'est essoufflé? Vraie dynamique, en fait, on revient au fait que ce que fait le CEO amène une dynamique dans la boîte. Et quand le CEO il a le temps de publier 2 fois par jour, il n'y a plus vraiment d'excuses pour quelqu'un qui voudrait le faire en interne de dire je le fais pas, j'ai pas le temps. Et donc forcément, ça amène une dynamique. Et en plus, tu as les effets de réseau, évidemment, sur les réseaux sociaux. C'est que quand tu publies, tu vas commenter les posts des autres, etc. Donc en fait, tu te retrouves avec un boost de départ où quand tu es 10 à publier, tu as tout de suite 10 commentaires, 10 likes. Ça crée aussi une forme de toile d'araignée de contenu. C'est qu'en fait, quand quelqu'un like ou commente un contenu, ça pousse dans son audience le contenu en question. Donc, tu as une forme d'omniprésence des contenus et un gain de viralité qui est énorme. Et tu vois, pour te donner un exemple, c'était début 2023, on a fait une LinkedIn Content Academy en interne où pendant 2 semaines, tu avais une personne qui publie depuis longtemps qui allait accompagner une personne qui publie pas encore et qui voudrait publier.
Et ce mois-là, c'est le mois où historiquement on a fait le plus de vues cumulées sur LinkedIn, mais c'est aussi le mois où mon compte LinkedIn à moi a fait le plus de vues cumulées, parce que d'un seul coup, il y avait plus de 10 personnes qui allaient mettre un commentaire au démarrage du post. Il y en avait 20 qui elles-mêmes avaient commencé à construire des audiences. Et en fait, tu avais un effet de synergie et un effet de levier qui était énorme et qui faisait qu'on générait encore plus de vues, au-delà même du fait qu'il y avait plus de gens qui publiaient, mais il y avait un effet de levier qui faisait que chaque personne en fait dans ta boîte qui publie en plus va générer plus de vues elle-même, mais apporter des vues supplémentaires aux autres personnes de la boîte. Alors après, là, je raisonne en termes de vues, c'est un peu la métrique phare sur LinkedIn, même si ça ne génère pas forcément des conversions in fine. On va dire que si ton objectif, c'est de créer de l'audience et de faire du branding, c'est ça l'impact. Ok. Qu'est-ce que tu leur as recommandé et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu ferais différemment dans ce workshop-là? Qu'est-ce que tu leur as enseigné et qu'est-ce qu'aujourd'hui, au vu justement des évolutions de la plateforme, ainsi de suite, peut-être tu leur recommanderais différemment? Ouais, ce workshop-là, il commence à dater. Je suis pas sûr que mon expertise de l'époque, elle était énorme. Ça faisait même pas un an que je publiais sur LinkedIn. Euh, un des axes que moi j'ai pris, si on raisonne aussi à comment quelqu'un qui nous écoute pourrait mettre ça en place dans sa boîte, un des axes que moi j'ai choisi et que je rechoisirais à 100%, c'est l'idée que chacun doit pouvoir écrire sur ce qu'il veut. Ça peut paraître évident, mais tu as plein de boîtes qui vont forcer des sujets. Et moi, le point de départ, ça a toujours été, le but, c'est que tu écrives sur tes sujets. Je m'en fous en fait de ce que tu racontes, je contrôle pas tes posts. Et mon but, c'est plutôt de dire, je vais t'aider à construire ta marque personnelle et tu as un intérêt à le faire et ça va ruisseler sur la boîte. Et donc, le mindset qu'on a eu dès le départ, c'était vraiment la boîte va aider les gens à construire leur marque personnelle et ça va ruisseler sur la boîte. Donc, c'est sur des petits effets de levier, comme par exemple, aujourd'hui, on a une prime LinkedIn, c'est-à-dire que à la fin de l'année, on a une prime en fonction du nombre de vues que tu as généré sur ton compte LinkedIn. Et tu reçois une petite prime et ça peut aller jusqu'à. On a déjà eu un truc genre 2500 euros de prime, tu vois. Donc c'est significatif pour quelqu'un qui génère beaucoup de vues. Et C'est indexé sur le nombre de vues? c'est indexé sur le nombre de vues, mais de manière logarithmique. Donc Ok. il y a une vraie incentive, Ok. c'est-à-dire que quelqu'un qui génère 1 million de vues, c'est pas du tout proportionnel à quelqu'un qui en génère 10 000. Mais en fait, il y a une vraie incentive monétaire à ce que les gens publient sur LinkedIn et on te dit, bah voilà, tu peux être récompensé pour ça. Donc quel conseil je donne? Bah, toujours, si là je te le fais en rapide, publie sur les sujets qui t'intéressent en premier. La notion de stratégie au départ, elle n'est pas très importante. Les gens veulent passer 6 mois à construire une stratégie de contenu. Publie. En fait, le truc le plus important, c'est de publier. Et c'est avec la quantité que tu auras la qualité que tu vas trouver ton positionnement, tu vas trouver les posts qui te font kiffer, les posts qui font kiffer ton audience et que tu vas faire matcher le truc. Et donc, réfléchis pas trop. Publie le plus vite possible. Et publie de la manière la plus consistante possible. C'est-à-dire, ne donne pas un objectif que tu ne seras pas capable de tenir. Mieux vaut un post par semaine pendant 3 mois que 3 posts, puis 0, puis 1, puis 2. Et donc même, ce que je recommande, c'est des fois, c'est de ne pas commencer à publier tant que tu n'en as pas au moins 6 d'avance. Et tu les schedules sur une fois par semaine. Et ton but, c'est de tenir ce rythme-là de 1 par semaine. Et quand tu es capable de le faire sur 3 mois, là, tu passes à 2. Puis tu passes à 3. Puis après, tu passes à 2 par jour le jour où tu es vraiment rodé. Mais il faut rentrer ça dans vraiment tes habitudes. Et après, là, aujourd'hui, tu vois, on est en train de relancer ça. Donc, tous nos managers sont objectivés sur le fait de créer du contenu sur LinkedIn. Et je suis en train de mettre en place 2 leviers, on va dire, supplémentaires. Le premier, c'est qu'il y a une petite commune interne, donc un canal Slack sur lequel il y a notre copywriter interne, donc Félix, qui lui, c'est vraiment spécialisé sur LinkedIn, qui maîtrise vraiment tout le sujet, qui va animer ce groupe, review les posts des managers, leur faire des feedbacks dessus. On est en train de mettre un peu de la gamification. On va shamer ceux qui n'ont pas atteint leurs objectifs de nombre de posts. On va féliciter ceux qui ont atteint les objectifs, mettre des petits classements, des petits rewards, des petits trucs comme ça. Donc, gamifier ce truc du contenu dans ce groupe Slack avec tous les managers de la boîte pour qu'ils génèrent du contenu. Et le deuxième levier qu'on est en train d'utiliser, c'est un outil que tu connais qui s'appelle Kawak, qui est encore en alpha, mais qui va sortir en bêta d'ici mi-février et qui a vraiment pour objectif d'être un outil qui aide les gens à devenir une référence dans leur industrie sur LinkedIn. Donc, c'est un outil qui te génère des contenus par IA, mais qui a surtout pour objectif de t'accompagner dans cette idée de consistance, de régularité. Et donc, on est en train d'essayer, si tu veux, de construire le Duolingo de la publication LinkedIn, c'est-à-dire l'outil qui fait que tu vas revenir tous les jours et que tu vas enfin réussir à publier sur le long terme sur LinkedIn du contenu de qualité destiné à ton audience. Avec de la brique d'IA, mais pas que. Avec toute cette idée de gamification et d'utiliser tous les basiques des applications mobiles, des jeux vidéo et de ce qu'a très bien fait le Duolingo, je pense que c'est un bon exemple, pour aider n'importe qui veut se lancer sur LinkedIn à atteindre cette régularité et publier 1, 2, 3 fois par semaine. Tu as dit un truc très juste sur la nécessité de ne surtout pas penser stratégie, surtout au début. Euh,
le nombre d'entrepreneurs qu'on accompagne qui bloquent sur cette notion de stratégie. La stratégie, c'est tout simplement le fait de prioriser, prioriser. Ça, c'est la définition hormosienne, de la stratégie. C'est juste prioriser, donc décider ce qu'on fait avant le reste, c'est tout. C'est prendre différentes opportunités, prendre différentes informations, différents angles et savoir par lequel on commence. Qu'est-ce que tu veux stratégiser quand tu as absolument rien produit en amont? Et donc moi, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est OK, les clients qu'on accompagne sur des stratégies enfin sur justement de l'éditorial LinkedIn, sur la publication de contenu, c'est aucune stratégie en amont parce qu'il y a absolument rien à stratégiser pour l'instant. Et on a mis en place un kit auquel tu as eu accès avec 40 templates de posts LinkedIn prêts à l'emploi. Ils récupèrent tout ça et leur mission, c'est de se bloquer 3 heures, d'écrire le plus de posts possible. En moyenne, en 3 heures, tu en écris une dizaine et de les publier et d'avancer comme ça. Et c'est sur la base de ces X premières semaines de publication. Et si ils envoient les 40, ils envoient les 40 et c'est génial. Mais c'est que en aval de cette première phase qu'on pourra ensuite se poser la question de OK, bah, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Qu'est-ce qu'on a apprécié produire? Qu'est-ce qu'on a moins apprécié produire? De quel sujet on a aimé parler? Pour ensuite raccrocher les wagons. Modulo une première condition qui est de savoir à quel jeu tu joues en amont. Est-ce que ton objectif, c'est de générer des vues? Est-ce que ton objectif, c'est de monter en autorité sur une thématique? Ou est-ce que ton objectif, c'est un objectif purement commercial, donc de lead et de vente? Là, en fait, une fois que tu as répondu à cette première question-là, et ben derrière, tu as juste à publier comme tu l'as dit. Ouais, je suis d'accord, j'ai fait le même constat où j'ai aussi fait après coaching individuel de chaque personne qui voulait publier sur LinkedIn dans la boîte et on passait 1 heure ensemble à définir sa stratégie, ses sujets, son audience, ce qu'elle voulait lui apporter, tout ça. Et la conséquence, j'ai dû faire ça une trentaine de fois, tu vois, individuellement. La conséquence, c'est que ça a eu aucun impact sur ce que les gens ont publié et s'ils ont publié ou non. Et à l'inverse, maintenant, la ressource que je me mettrais plutôt à disposition, c'est de la review de post. C'est tu veux publier, envoie-moi ton premier post, je te fais un feedback dessus. Parce que il y a ce truc de mon post il va pas être bien, etc. Ok, je te fais un premier feedback dessus, viens, on travaille tes premiers posts ensemble. Mais envoie-moi une publication. Et ça, en termes de go to publish, on va dire, en termes de stratégie pour emmener les gens à publier, ça marche beaucoup mieux. Complètement. Et ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à conscientiser, mais c'est le fait de, tu vois, dans cette boucle d'action, mesure, itération, bah, en fait, c'est de toujours commencer par une action. Alors, la boucle ne peut commencer euh, au, que au prix d'une première action. Sinon, tu n'as absolument rien à mesurer et tu n'as absolument rien à améliorer. Et ça sonne débile dit comme ça, mais le nombre de personnes qui je vois sont pris dans cette roue de hamster d'inefficacité et de procrastination parce qu'ils essaient d'optimiser un truc qui n'existe pas encore, c'est juste phénoménal. Et je sais que toi et moi, pour le coup, on est assez peu enclin à ça, mais je peux t'assurer que c'est pas la norme. Et c'est un principe de base que tu appliques dans tous les sujets lifestyle. C'est-à-dire, le sport, c'est le meilleur exemple. C'est que la motivation, elle vient de l'action. En fait, on a une croyance que la motivation amène à l'action. Alors en fait, c'est l'inverse, c'est l'action qui amène à la motivation. Si tu veux démarrer à faire du sport, il ne faut pas que tu attendes d'être motivé à la salle pour le faire. C'est de te fixer un créneau et de dire je fais une séance par semaine. Et on s'en fout du programme en fait. Tu vas, fais quelque chose. Mais commence par une suite d'actions et c'est la motivation qui vient ensuite. Et c'est la motivation, elle te permet la répétition. Elle ne te permet pas la première action initiale. Et donc on a cette mauvaise croyance, je ne sais pas si c'est juste français, mais de penser que l'action viendra de la motivation, alors que c'est l'inverse. Et donc tout ce qui est stratégie, c'est un processus itératif, et c'est pas un processus de démarrage. Complètement. Et là, donc là, on a passé en revue le SEO, LinkedIn et l'affiliation. Mmh. Aujourd'hui, tu m'as dit que c'était un petit peu la trifecta de votre acquisition. Ouais, on fait un peu de ads, c'est à peu près 10% de notre acquisition, mais là-dessus, je suis pas sûr Ok. d'avoir grand-chose de très révolutionnaire à t'apporter. On fait du ads classique, Ouais, c'est Google Ads et Meta Ads. académique, Ouais, quoi. j'ai pas de Ok. gros insights. Et, votre référent aujourd'hui représente combien? Je sais qu'au début, c'était extrêmement fort. Ouais, c'est super dur à mesurer déjà. C'est-à-dire que quand tu fais de l'attribution, et je vais pas t'apprendre ça, quand tu arrives à attribuer à peu près 50% de tes leads, tu es déjà content. En tout cas, nous, dans le logiciel comme ça, c'est le cas. Aujourd'hui,
je dirais que c'est à peu près une personne sur deux, dont 25% d'affiliation. Enfin, pardon, je te la refais. C'est 50% de gens viennent du bouche à oreille, dont la moitié en organique et la moitié en non organique. Donc non organique, affiliation, donc rémunéré, et l'autre moitié organique. Ok, ça va, c'est solide. Et c'est stable dans le temps? Et c'est pas du tout stable dans le temps, c'est très évolutif. L'affiliation, pour te donner un ordre d'idée, c'était 6% en 2022, c'était 13% en 2023, c'est 25% en 2024. Ça a fait x2 Ok, chaque année en part de notre acquisition. ok, ok. Et donc là sur, sur l'affiliation et donc sur l'organique, ça tend à quelle trajectoire? L'organique, je ne saurais pas te dire, c'est assez Ouais. variable et en même temps, c'est assez stable. Tu vois, sur une année, ça ne change pas trop. Tu sais que ça, c'est une de mes prises de conscience assez récentes. C'est le fait que le bouche à oreille, j'ai réalisé que c'est absolument pas un asset marketing. C'est un asset entrepreneurial qui te permet de quantifier la qualité de ton produit. Tu me dis Mhm. si t'es pas d'accord, mais euh, moi aujourd'hui, je le vois vraiment comme un asset entrepreneurial, c'est-à-dire qui te permet de quantifier euh, la qualité de ton produit, la qualité de ton product market fit, le niveau de satisfaction et de valeur que tu délivres à ton marché. Ça, c'est clair. Ça en dit énormément là-dessus. Mhm. Ça met du beurre dans les épinards, ça c'est sûr, c'est un vrai plus d'un point de vue marketing. Par contre, c'est absolument pas considérable comme un canal d'acquisition, un canal marketing en tant que tel, parce qu'en fait, ça n'a rien d'un canal. C'est pas mesurable. C'est Mhm. très très compliqué à mesurer. Donc l'attribution est super dure à faire là-dessus. Tu sais pas, et puis tu te retrouves avec tous les problèmes de l'attribution, c'est-à-dire qu'est-ce que tu mesures dans l'attribution? Est-ce que tu mesures le first click, le last click? Tu sais pas en fait. Euh, et puis, tu n'as aucune prédictibilité. Alors, à moins, effectivement, de mettre en place des incentives, mais là, tu n'es plus dans du referral, tu n'es plus dans de l'organique, tu es dans de l'affiliation. Donc, en fait, tu changes juste de paradigme. Euh, mais le referral en tant que tel, le bouche à oreille en tant que tel, n'est pas maîtrisable par définition. Mhm. Donc, tu peux potentiellement appréhender, voilà, tu peux modéliser des trajectoires éventuellement. Par contre, tu n'auras jamais aucune maîtrise dessus. Et en fait, le fait d'avoir réalisé ça, ça m'a fait me dire, OK, bon, bah, on va l'appréhender comme tel, c'est-à-dire comme un plus marketing, comme un moyen de mesurer la qualité de notre produit. Mais finalement, c'est beaucoup plus un asset delivery, un asset produit, qu'un asset marketing. Moi, je mettrais un bémol, c'est qu'aujourd'hui, dans mon attribution, justement, je mets la partie bouche à oreille au même niveau que le branding. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de dire si quelqu'un via du branding ou du bouche à oreille. Et du coup, à partir de là, ça veut dire que c'est une forme de canal organique de gens qui arrivent vers toi et qui sont soit venus par un bouche à oreille direct, une personne t'a recommandé, soit par cette idée que tu es top of mind sur ton marché, donc tu es la solution et en fait les gens ne savent même pas trop d'où ça vient, mais au moins ils ont ton produit, ils viennent te voir, qui est la marque, et que tu as un mix entre les deux qui est bah, j'ai vu un post LinkedIn, j'ai vu une ads, on m'a recommandé et c'est aujourd'hui que j'en ai besoin, je viens. Et moi je ne suis pas capable de séparer ces deux canaux. Et du coup, effectivement, dans ta partie bouche à oreille, tu as vraiment la partie purement product, sur laquelle bah, tu n'as qu'un levier de delivery qui est comment j'apporte la valeur à mon client, ma qualité de mon support, la qualité de mon produit, et donc de manière organique, les gens vont recommander, et sur lequel tu vas pouvoir faire levier avec ton branding, qui va être est-ce que mon positionnement il est assez fort, il est assez clair, et est-ce que je communique assez largement pour être le produit, la solution de top of mind dans mon marché. Et c'est les deux cumulés qui vont te donner une vraie traction exponentielle, mais il y en a, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y en a c'est pas c'est pas un canal d'acquisition, c'est un levier et effectivement un super indicateur de ce que tu peux faire sur ton business, parce que si tu as un énorme bouche à oreille, en fait, tous tes canaux vont exploser de tous les côtés, et de l'autre côté, tu as quand même cet asset branding qui va avec et qui, lui, sur lequel, lui, tu as un effet de levier et qui, si on parle d'acquisition, est pour moi l'asset le plus puissant, parce qu'il est très, très dur à détrôner, il est très, très dur à obtenir, mais une fois que tu l'as, tu as un truc, si les gens pensent prospection LinkedIn, ils pensent Walaxy, tu as gagné quelque chose que personne d'autre peut avoir sur ton marché et tu peux faire autant de ads que tu veux. Tu as quelque chose qui est vraiment puissant. Et nous, on l'a eu via LinkedIn, via le produit, via cette idée de toile d'araignée, mais quand même principalement via LinkedIn et via le produit et via l'affiliation. C'est fort d'ailleurs parce que vous étiez loin d'être les first comers sur les premiers entrants Ouais. sur l'industrie. Ouais. Hein. Et on n'est pas le meilleur Il y en a- produit au sens où c'est pas avec Walaxy que tu peux faire le plus de choses. Si tu as envie de faire des trucs ultra puissants,
Walaxy, c'est pas le bon outil pour toi. Nous, on est vraiment cet outil qui évangélise. Mais du coup, d'un point de vue même purement technique, dans cette idée de recommandation, etc., on n'est pas le meilleur outil, on n'est pas l'outil qui t'offre le plus de possibilités. Donc, c'est ça aussi sur lequel c'est assez important au départ, c'est de bien identifier qui tu sers et qui tu ne sers pas. Et peut-être, je fais une aparté, mais ce dont tu as parlé sur la simplicité, ce n'était pas une vision initiale. Quand on a lancé Prospecting, on ne s'est pas dit on va faire l'outil le plus simple. On s'est dit, déjà, on pensait qu'il n'y avait personne qui faisait ça, donc on l'a fait, et juste, on l'a fait en essayant d'aller en go-to-market le plus vite possible, parce qu'on n'avait pas de trésor. Donc, la vérité, c'est qu'on l'a appris malgré nous en lançant Walaxy, une version qui se voulait beaucoup plus avancée, et on s'est rendu compte qu'on avait trop de features et que nos clients, ils étaient plus servis par ça. Et que notre puissance, c'était cette notion d'accessibilité. N'importe qui peut utiliser le produit, il a un support chat super quali, du contenu super quali, et en fait, il va se servir tout seul, alors qu'il n'a jamais fait de prospection de sa vie. Et là, on a mentionné plusieurs fois le positionnement, qui est essentiel, qui est élémentaire, qui est très corrélé à la brand aussi. Comment est-ce que vous l'avez identifié ce positionnement? Est-ce que c'était par vraiment captation de signaux faibles au fur et à mesure, ou est-ce que vous avez implémenté une méthode? Enfin, comment vous avez fait? Ah non, c'est à la dure. C'est-à-dire que c'est ce que je te disais. On a lancé Prospecting, C'est par traction de expérimentation. fou. En 18 mois, on est à 3 millions d'ARR, incroyable. Et on décide de lancer une deuxième version qui va s'appeler Walaxy et qui a vocation à être déjà plus stable parce qu'on avait des grosses problématiques techniques et surtout à livrer beaucoup plus de fonctionnalités parce que forcément, tu as une partie de tes utilisateurs qui viennent de support et il leur manque telle feature, telle feature. Donc tu te dis, je vais tout exploser, je vais faire un produit qui sert tous ces gens-là. Et tu te rends compte que tu ne sers plus personne parce que tu migres ta base client de Prospecting à Walaxy. Et là, on se rend compte que nos clients Prospecting nous disent mais nous, on ne comprend pas du tout comment ça marche votre outil. En fait, cette nouvelle version-là, elle ne nous convient pas du tout. On veut revenir en arrière. On veut revenir sur cette version Prospecting parce que c'est plus simple et que là, on ne comprend pas. Alors au début, tu te dis oui, c'est les réfractaires, ils vont s'y faire, etc. Et tu te rends compte qu'en fait, tu es en train de perdre ton product market fit, que justement ton bouche à oreille organique il est en train de réduire, que son acquisition est en train de réduire, et qu'en fait ton produit il sert plus bien ta base client et que gros biais du survivant, les gens qui viennent au support et à qui il manque une feature, c'est par définition des gens qui ne sont pas forcément tes clients parce que ceux qui sont tes clients, ils n'ont pas de problème, ils viennent pas au support, ils ont besoin de rien. Et très, très compliqué aussi de quantifier, de mesurer, d'extrapoler des tendances à partir du support parce qu'il y a aussi un profil psychologique particulier, du mec qui vient de l'utilisateur qui vient au support. Tu as beaucoup, beaucoup comme dans un restaurant, enfin, dans un restaurant, tu as une petite minorité de clients qui vont se manifester en bien comme en mal, mais la majeure partie des gens ne vont pas oser, ou vont avoir la flemme de se manifester. Peut-être que ce qu'on leur a servi, ils le trouvent dégueulasse, mais ils vont pas le dire, en fait. Et même quand on leur posera la question, si tant est que, parce que la plupart du temps, on ne sait pas quelle question leur poser, donc on leur pose une question, convenue qui invite un oui de convenance. Mais la plupart du temps, même en leur posant la question, les gens ne vont pas être, francs, en fait, quant à leur véritable ressenti. Et donc à partir de là, c'est très, très compliqué, ouais, de savoir exactement, ce que les gens, à partir du support, à partir de ces interactions-là, de savoir ce que la moyenne des utilisateurs, expérimentent et ressentent, quoi. Et puis, tu vois, pour faire la parallèle, quelque chose que moi j'ai eu beaucoup de mal à amener dans les équipes support, c'est que tu avais souvent une frustration de ah, les utilisateurs demandent ça, pourquoi on ne le fait pas? Et tu leur dis en fait, tu as 10 utilisateurs qui demandent ça, mais si on le fait, tu ne sais pas combien d'utilisateurs vont venir après demander l'inverse. Tu reprends l'exemple du restaurant, c'est peut-être qu'en fait, tu fais une cuisine avec beaucoup de curry. Et la majorité de tes clients, ils adorent le curry, donc ils sont super contents. Mais tu as quelques clients qui viennent te voir en disant ah, le curry, c'était un peu fort dans ce plat quand même. Et donc tu te dis ah merde, j'ai des clients qui sont pas contents, on met trop de curry, on enlève le curry. Et puis tu réduis la dose de curry et tu te rends compte que là, tu as 10 fois plus de clients qui viennent te voir en disant ah, il n'y a plus de goût dans les plats, nous on adorait le curry. Et c'est vraiment cet exemple-là. Et nous, on l'a eu sur plein d'exemples de fonctionnalités comme ça, où tu mets en place une fonctionnalité, par exemple, système de gestion des erreurs et tout, ça affiche les erreurs aux clients. Et tu as le support qui dit ah ouais, non, là, les erreurs aux clients, ça leur fait peur, ils viennent se plaindre, ils comprennent pas pourquoi il y a des erreurs. Ok, on cache les erreurs. Ah d'un seul coup, ils comprennent pas, où ils sont passés ces prospects dans les campagnes. Et donc c'est très difficile, et c'est quasiment que du gut feeling, de mesurer quand quelqu'un vient se plaindre au support, quel est le contre-impact. Si tu prends la décision qu'il te demande, quelle va être la conséquence de ça? Et nous, aujourd'hui, dans notre prise de décision et dans notre positionnement produit, il y a plein de fonctionnalités où on est capable de dire à nos utilisateurs, ça, vous nous demandez aujourd'hui, on ne le fera jamais. Parce que ce n'est pas notre positionnement, on est sur cette notion d'accessibilité. Et c'est une vraie feature, je comprends complètement le besoin,
Mais si je l'implémente, je vais desservir plus d'utilisateurs que je vais en servir. Parce que ça va ajouter de la complexité à un endroit qui fait qu'une majorité de mes clients, bah, cette fonctionnalité ne va pas la servir. Et donc, elle va lui générer de l'incompréhension, de la frustration. Et je vais réduire la qualité globale de mon service pour une majorité de mes clients. C'est là qu'on voit la capillarité totale, parce que là, entre les 3 pans du système qu'on a définis, tout à l'heure, parce que là, en fait, on a fait, une bifurcation très naturelle vers la delivery, finalement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu t'assures, comment tu as structuré ta boîte de sorte à générer le plus de satisfaction possible chez tes clients? C'est une bonne question. Alors, la satisfaction, je- comment tu mesures ta satisfaction en fait? C'est quoi tes métriques de satisfaction? Parce que déjà, satisfaction client, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Donc, par quel indicateur tu commences? Par exemple, si je prends un indicateur support, bon, bah, nous, on a 98% de satisfaction sur les tickets support. Comment on a fait ça? Bah, on a processé l'équipe, on a mis en place des règles commerciales, on a mis en place des réponses enregistrées, on a formé les équipes à être le plus aligné possible avec notre brand, donc très friendly au support, on t'envoie des gifs, etc. Mais aussi, tu es compétent techniquement avec des process qui font que quelqu'un avec qui tu interagis au support chez nous, il ne te met pas que des réponses enregistrées, il a une expertise technique qui fait que vraiment il va pouvoir te donner une solution et on ne va pas te donner un workaround à la con qui ne sert à rien, on va toujours essayer de te trouver la solution qui sera le plus adaptée pour toi. Donc aujourd'hui, on a fait exploser nos taux de satisfaction support et quand tu regardes les avis en ligne, tu vas te rendre compte que c'est un des trucs qui revient, c'est la qualité de notre support chat, de l'expérience que tu as chez nous. Donc là-dessus, c'est un investissement énorme, c'est une volonté de servir le mieux possible ton utilisateur via chez nous un support chat. Donc c'est une partie de ta delivery et de ta satisfaction qui est l'utilisateur vient, il a une requête ou un problème, tu le sers. Ensuite, tu as tout le service dans le produit, c'est-à-dire comment tu délivres de la valeur à ton client. Et là, c'est un sujet qui est beaucoup plus large et qui est product, c'est-à-dire quelle décision produit tu prends pour servir le client. Nous, et c'est ce que je disais juste avant, notre framing, c'est la notion d'accessibilité. Donc, est-ce que le produit, il est dans ma langue? Est-ce que le produit, il va m'aider à atteindre mes objectifs? Est-ce que mon produit, il est simple à utiliser? Est-ce que mon produit, il a un prix qui est accessible? Et est-ce que j'ai des ressources qui vont me permettre de tirer un maximum de valeur du produit? C'est ça nos 5 piliers de l'accessibilité. Et on va regarder tout ce qu'on fait pour nos utilisateurs à travers ce prisme-là. Donc, en termes de produit, bah, est-ce que c'est simple? Est-ce que cette fonctionnalité-là, elle ne dessert pas plus qu'elle sert? Et on va chercher le plus possible à simplifier plutôt qu'à complexifier. Et quand on va complexifier, ça va être des chemins sur les côtés pour s'assurer que notre cas passant d'utilisation du produit, il reste le plus simple possible. Donc ça, c'est vraiment un framing très orienté produit. Dans le contenu, bah, ça va être pareil, ça va être faire en sorte que l'expertise produit métier, elle arrive jusqu'aux personnes qui créent le contenu. Ça, par exemple, c'est un truc sur lequel on est en train de travailler, parce qu'on se rend compte que c'est super compliqué à une échelle de boîte où tu as 65 personnes, que la personne qui rédige un article SEO ou qui rédige un contenu éducatif, elle est elle-même l'expertise métier de te dire c'est quoi le meilleur message de prospection. C'est très difficile. Donc, on est en train de processer ça justement parce que c'est une des briques sur lesquelles je pense qu'on n'est pas bon, qui est de faire en sorte que ceux qui ont l'expertise métier en interne, ils soient capables de l'amener jusqu'à ceux qui vont le délivrer dans un contenu pour que, in fine, notre utilisateur, il laisse ce contenu-là. OK. Donc il y a une vraie continuité entre, c'est la très souvent, enfin, je me suis posé la question de ce qu'est, la satisfaction client et en fait, pour moi, c'est la jonction entre 2 trucs. C'est la performance fois le confort. Donc la performance, c'est quoi? Bah, c'est, la valeur que tu espères, obtenir, donc le résultat concret pour lequel tu viens. Donc c'est propre à chaque boîte, hein, mais dans ton cas, bon, bah, c'est générer du lead, trouver des clients. Donc ça passe par, donc l'outcome, c'est ça, c'est générer du CA grâce à la prospection LinkedIn. L'output, c'est, bah, générer des ventes et des leads avant toute chose et l'input donc c'est, prospecter, envoyer mes invitations, envoyer mes campagnes. Donc ça, c'est input, output, outcome. Ça, c'est comme ça que tu vas mesurer les résultats concrets, donc le côté performance. Mais à côté de ça, forcément produire une performance, nécessite un effort et l'effort nécessite, heu, la production une certaine quantité d'inconfort. Et ben, en fait, ta satisfaction va être aussi très indexée sur à quelle quantité, avec quelle efficacité tu arrives à amoindrir cet inconfort, voire même à créer un surplus de confort. Donc dans l'utilisation, mais même les à côté, même les à côté, même tout ce qui va être périphérique à la collaboration, à l'utilisation de l'outil ou quoi. Et donc dans votre cas, bah, ça va être avec le support client, c'est-à-dire réduire le plus possible les frictions,
les frictions, que ce soit au sein de l'outil et que ce soit dans l'utilisation de l'outil au quotidien, quand il y a des bugs, quand il y a des incompréhensions, et cetera. Et donc, en fait, vous avez vraiment structuré le truc, de ce que j'en comprends, en 2 pôles. Comment est-ce qu'on permet aux clients d'utiliser l'outil qui va leur générer le plus d'input, d'output et d'outcome possible? Et en même temps, comment est-ce qu'on va faire en sorte que ce soit le plus agréable pour eux au quotidien, que ce soit le plus confortable pour eux au quotidien, en fait? Et donc ça passe par ce triptyque-là, ouais, produit, support et contenu. Parce que le contenu va leur permettre de générer un surplus de performance et un surplus aussi de confort, ça va venir servir les 2, heu, par, gain de clarté et par gain de compétences, quoi. Trop bien. Et je sais que tu as mis beaucoup, beaucoup de temps à structurer le pôle, support, et ça, c'est un truc, franchement, tu imagines pas le nombre de boîtes qui dysfonctionnent là-dessus. Sur ce côté-là, enfin, tout le monde pense être assez bon en support client, mais personne ne l'est. Ce serait quoi, tes principales, apprentissages au fil de l'eau, quant à cette grande question du support client, de la satisfaction client, quelle que soit la façon dont on l'appelle? Mm. Alors, ça résonne purement en support. Déjà, nous, on fait que du support chat. Donc, je peux te répondre que sur cette expérience-là, parce que les autres verticales, je ne les connais pas. On fait que du support chat depuis le début. Ce qui est marrant, c'est que par exemple, au début, on pensait qu'on faisait. Au début, c'est nous les fondateurs qui faisions du support. Donc, avec un de mes associés, on faisait tout le support. On pensait qu'on faisait un excellent support. On répondait vite, tu avais quelqu'un qui était quand même très compétent, et en plus, on était friendly. Donc, on considérait que c'était ça les 3 métriques du support. Et en structurant l'équipe, on a fait le constat qu'en fait, il y a un paquet d'autres choses qui font que ton expérience support, elle est bonne. Euh, et ça va être des petits détails, mais grosso modo, le gros truc, c'est que tu sentes en tant que client que tu es important et qu'on care pour ce que tu fais. Et tu vois, nous, en tant que fondateur, quand on faisait le support, on avait un super mauvais mindset. C'était, ouais, le client, c'est un peu le relou, celui qui vient au support. Bon, bah, on va le servir, mais on n'aimait pas nos clients, tu vois. Et un des trucs vraiment importants dans le support client, c'est que les personnes qui font le support, elles doivent aimer les clients. Tu dois avoir une envie et une empathie et une envie vraiment de les aider profonde. Et pas juste, c'est un client, donc je vais le servir, mais j'ai une envie de l'aider. Et en fait, ça change tout. Je te donne un exemple qui est peut-être pas super concret, mais c'est tu viens pour avoir ta facture au support, ok. Tu nous contactes sur le support chat, tu veux ta facture. Nous, ce qu'on faisait en tant que fondateur, c'est on t'envoyait le GIF qui te permettait de trouver ta facture dans le back-office. Donc, voilà, c'est super facile de trouver votre facture. Nous, en tant que fondateur, on se disait, super, un service utilisateur, il sait trouver sa facture. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va te chercher ta facture et on t'envoie le GIF pour trouver ta facture. Mais tu as directement la pièce jointe dans le message qui est téléchargeable. Et donc, on t'a ajouté un raccourci. Et c'est peut-être un petit détail, mais c'est vraiment un exemple, je trouve, qui parle bien, qui est, tu fais cette petite extra mile pour ton utilisateur. Tu vas, au lieu de lui donner un workaround super compliqué, tu essaies de lui faire toi-même depuis son back-office pour lui pré-mâcher le travail. Tu vas aller à une step plus loin, de sorte que ton client il se dit, putain, ouais, c'est trop bien. Genre, vraiment, ils ont répondu à mon problème. Ils m'ont pas juste envoyé un GIF et je vais aller chercher ma facture. Je sais comment chercher une facture maintenant, mais en plus, ils m'ont envoyé la pièce jointe, je l'ai téléchargée, j'ai réglé mon problème, il est réglé beaucoup mieux. Donc si je devais vraiment donner un élément, ça serait ça. Et après, tu as plein de choses qui vont autour. Est-ce que tu vas relancer ton client? Il t'a sollicité. On a mis en place un système de relance automatique qui vont faire que, évidemment, si tu as ouvert un ticket, on t'a répondu, tu ne nous as pas répondu, on va te relancer pour s'assurer que le problème il est bien réglé, que tu n'as pas de problème. C'est des trucs qui peuvent être basiques, mais c'est cette idée qu'en tant que client, en tant qu'utilisateur, on a l'impression qu'on care pour toi. Et là-dessus, il y a plein de manières de le faire. C'est vraiment donner le sentiment, mais sincère et Sincère et réel, réel. que tu en as quelque chose à Ouais. foutre. Et dans notre process de Comment recrutement support aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on recherche vraiment chez les personnes qui viennent. C'est-à-dire, est-ce qu'on se projette dans quelqu'un qui est vraiment empathique et qui a envie d'aider les autres? Et c'est pas juste on veut que tu traites du ticket à la chaîne, on veut que tu aies envie d'aider le client qui vient. Il a un problème, il a une question, on veut que tu sois capable de te mettre à sa place et de te dire euh, je veux délivrer l'expérience support que j'aurais eu envie d'avoir. Et tu vois, à un moment, notre élève support a animé des petits ateliers dans l'équipe. Il y en avait un, j'aime beaucoup ce framing, c'était on va tous raconter la pire expérience support qu'on ait eue. Et l'idée, c'était de prendre le côté de l'autre sens, c'est-à-dire c'est quoi les éléments clés d'un mauvais support? Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'utilisateur, en tant que client, on a une mauvaise expérience? Et de lister tout ça et de se dire maintenant comment on fait l'inverse. Et des fois, il y a des choses qui
quand tu es côté support, tu ne les vois pas et tu te rends compte que dans ton expérience d'utilisateur, c'est un truc qui était important pour toi et que tu aurais aimé avoir. Et en fait, tu vas l'ajouter. Donc, ce framing de se mettre de l'autre côté, il est assez intéressant. Ça, tu traques. Tu m'as dit, tu nous as partagé les métriques que tu traquais, mais comment est-ce que tu t'assures euh, de rester au plus près des attentes? Parce que les attentes évoluent, parce que sectoriellement, ça évolue, le marché évolue, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu t'assures de rester le plus proche possible des attentes de tes clients, euh, passés, enfin, présents, futurs, et de faire évoluer ton positionnement, ton Hmm. message, Bah, ton produit? la réponse, c'est que aujourd'hui, c'est le plus gros point noir de la boîte et que la réponse, c'est qu'aujourd'hui, on ne le fait pas. Historiquement, une des raisons pour laquelle Prospecting a explosé, c'est qu'en fait, on a utilisé Prospecting pour vendre Prospecting. Donc, quand on a lancé la boîte, on avait 25 comptes chacun avec mon associé. C'était à l'époque où tu pouvais faire des faux comptes LinkedIn comme tu voulais. Et on prospectait littéralement des dizaines de milliers de personnes par semaine. Et donc, on avait une expérience tellement intensive de notre outil que quand il nous manquait une fonctionnalité, on la développait parce qu'on se servait nous-mêmes en premier. Et au fil du temps, tu structures des équipes, tu t'éloignes de ton produit, tu l'utilises plus vraiment personne n'utilise. On a un modèle qui est product-led, donc ça veut dire qu'on ne fait pas de prospection commerciale nous-mêmes parce que les utilisateurs se onboardent tout seuls. Finalement, tes canaux d'acquisition, ça devient le contenu parce que c'est beaucoup plus efficace. Et donc, tu t'éloignes de ce que c'est vraiment la prospection pure. Et là, on fait le constat aujourd'hui que qu'on est éloigné de notre expertise, c'est-à-dire qu'on n'est plus si bon à donner des conseils sur comment faire de la bonne prospection et qu'on doit se reformer là-dessus et que du coup, on délivre des fonctionnalités qui ne sont pas forcément celles qui sont les plus pertinentes. Et en fait, j'ai une conviction perso, c'est que tu peux interroger autant que tu veux tes utilisateurs. Tu es déjà avec une information qui est filtrée, qui est prismée, qui est biaisée. Et il n'y a rien de mieux que de toi-même être ton premier utilisateur dans le même cas d'usage. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, pour te répondre, qu'est-ce qu'on est en train de faire mais qu'on n'a pas encore fait, c'est qu'on est en train d'amener toutes les équipes à utiliser l'outil le plus possible dans différents use cases. Il se trouve qu'on lance plusieurs produits à côté, donc l'idée c'est qu'on puisse utiliser Wallaxy pour d'autres produits de notre écosystème et du coup d'autres use cases et donc varier les use cases pour bien comprendre toutes les possibilités qu'il y a avec l'outil. Et ce, avec un service tiers en plus qui va nous permettre de louer des comptes. Donc il y a des boîtes qui permettent de louer des comptes LinkedIn. Donc l'idée étant de scaler et donc l'idée étant que tu puisses, n'importe qui dans la boîte puisse avoir 3 comptes LinkedIn sur Wallaxy et qu'elle fasse des campagnes et qu'elle teste des trucs. Et en fait, en faisant ça, on va faire redescendre ce niveau d'expertise à tous les niveaux de la boîte. Et donc, la personne qui rédige un article SEO, en fait, si elle a utilisé Wallaxy, qu'elle a elle-même lancé des campagnes, forcément, elle est plus pertinente pour faire un contenu. Et c'est de faire redescendre cette expertise-là pour s'assurer qu'on reste au top et que du coup, on vienne se servir nous-mêmes et que toutes les demandes de fonctionnalités, le premier canal, ça soit interne. C'est-à-dire, quelqu'un en interne, il utilise l'outil pour un use case, il se dit putain, mais moi, j'ai besoin de cette fonctionnalité-là, en fait, et qu'on soit capable de prioriser par nos besoins parce que c'est un besoin qui est beaucoup moins biaisé que celui que tu vas avoir de tes utilisateurs. Ok. Et donc vraiment proximité le plus possible Ouais. et te mettre à leur place, quoi. Ouais. Trop bien. Niveau conversion, comment vous faites? Niveau conversion, Comment vous faites pour qu'un maximum, qu'un maximum d'opportunités, de leads que vous générez, justement toute cette visibilité, tout ce que vous mettez en place côté marketing, se transforme in fine en CA et a fortiori en CA récurrent, le plus récurrent possible? hyper vague comme question parce que là, on travaille sur tout le funnel. Tu me demandes de te répondre sur un sujet C'est où il y a volontaire. peut-être 40 personnes sur les 60 qui travaillent dessus à différents niveaux. Donc, soit je te donne une approche très macro, mais ça ne délivre pas une valeur très activable, parce que je vais te dire à peu près ce que font toutes les boîtes. Soit je te donne des hacks ou des exemples de trucs qui ont super bien marché pour nous, mais qui ne sont pas forcément transposables. Donc, la question, elle est assez difficile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir justement Ouais. avant toute chose, c'est d'avoir ton approche en tant que CEO de cette question-là. De Ok. comment est-ce qu'on génère de la conversion chez nous? Ouais, alors déjà, moi en tant que CEO, j'ai une boîte de pirates. On se greffe sur un outil tiers et un des trucs dans notre ADN, c'est d'être un peu des pirates. Et donc, on n'est pas forcément une boîte exemple au sens où on a un prisme et un mode d'action qui est très pirate, qui est comment on optimise et parfois comment, c'est pas du tout dans l'illégalité, hein, mais c'est comment on va chercher des fois des hacks ou des optimisations
qui ont des effets court-termistes, etc., dans une stratégie globale long terme qui a du sens, évidemment. Mais donc, je te donne un exemple de ce qu'on est en train de tester. On se rend compte sur un autre de nos produits, on a testé que si tu demandais l'ACB pour démarrer un free trial, en fait, tu as des conversions qui explosent. Et c'est un truc qui est contre-intuitif. Au départ, nous, on pensait que tu montes la valeur du produit et une fois que le mec a vu la valeur du produit en gratuit, sans carte bleue, tu limites au maximum la friction, ben, tu vas lui demander sa CB, tu vas le faire payer. Donc, on est dans cette logique d'expérimentation où à plein de niveaux du funnel, on va tester des choses. Donc là, on veut tester ça. Dans l'année, on a testé un autre truc qui était contre-intuitif pour nous, c'est que pendant longtemps, le sign-up pour Wallaxy, c'était tu télécharges l'extension et on va chercher ton compte LinkedIn et on connecte direct. Et donc, c'était une inscription qui était complètement pour l'utilisateur, il n'avait rien à faire. Il téléchargeait l'extension, boum, il était inscrit. Et on pensait que ce flow-là, il était super optimal. Et on s'est rendu compte que si on te proposait plutôt de sign up sur LinkedIn, with LinkedIn, donc un hôte directement sur la landing, et qu'ensuite on te faisait télécharger l'extension avec une petite page qui t'explique pourquoi tu vas télécharger l'extension, ben en fait, on avait un uplift de 30%. C'est-à-dire qu'on avait 30% de conversion en plus au final. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant tout le temps, on envoyait vers le Chrome Store. Mais quand tu arrives sur l'expérience de je vais automatiser ma prospection et que le bouton il t'emmène vers une page Chrome Store pour télécharger quelque chose et qu'on t'a rien expliqué, ben en fait, on avait 70% de gens qui partaient de cette page. Donc, on est plutôt dans cette logique de regarder à quel endroit on a des gros ce qu'on appelle drop-out. Donc, à quel endroit on a beaucoup de personnes qui partent et comment on peut optimiser à ce niveau-là. Et nous, on va regarder ça sur tout le funnel. Donc, ça va être vraiment l'approche de quelles sont nos différentes étapes. On va avoir étape 1, c'est le trafic du blog, combien de gens on amène sur la landing ou combien de gens on amène à s'inscrire sur un lead magnet. Le lead magnet, combien de gens on arrive à amener à s'inscrire sur Wallaxy ou à visiter le site. Du site, combien de gens téléchargent l'extension. De l'extension, combien de gens lancent leur première campagne. Et à chaque endroit du funnel, on va chercher à faire des optimisations pour se demander quels sont les éléments qu'on peut optimiser. On a la chance d'être à une taille de boîte où on a des équipes qui peuvent faire des A/B tests et on a des volumes qui nous permettent de faire des A/B tests. Donc, on est à un moment qui est assez satisfaisant parce qu'il faut du temps pour y arriver. Et je ne recommande pas à quelqu'un qui débute sa boîte de faire des A/B tests parce qu'en fait, tu n'as ni volume ni ressources. Donc, il faut que tu fasses des paris sur ton feeling et tu n'as pas le choix. Mais à partir du moment où tu peux arriver et commencer à faire des A/B tests et essayer d'optimiser. Donc, typiquement, on a fait des A/B tests sur notre onboarding pour voir si on arrivait à optimiser les conversions avec un flow plutôt qu'un autre. On a fait des A/B tests sur Student Sign Up. On va faire des A/B tests sur l'essai gratuit avec ou sans carte bleue. Et l'idée, c'est sur toute cette partie-là d'optimiser avec des A/B tests pour voir ce qui amène in fine le plus de conversion. La conversion pour nous étant vraiment l'utilisateur payant. Ça va être ça la métrique principale. Là, c'est quoi vos perspectives sur les prochains mois? Je sais que là, vous êtes sur plein de sujets. Tu m'as parlé de diversification tout à l'heure. C'est quoi, là, vous bossez sur quoi en ce moment? Ouais, en gros, on a deux gros axes. Le premier, c'est de continuer de faire le meilleur produit Wallaxy possible. Ça va rester notre source de revenus principale. Il y a encore un énorme marché à prendre au niveau international, donc être meilleur sur la partie marketing international, arriver à prendre plus de marché sur les autres pays en tout cas. Je pense qu'en France, on commence à être assez connu, mais en tout cas, il y a pas mal de pays où on a un énorme levier pour pénétrer le marché. Sur la partie marketing, ça va être beaucoup ça. Sur la partie marketing, ça va être aussi beaucoup mieux verticaliser nos use cases. Par exemple, aujourd'hui, quand tu arrives sur Wallaxy, on ne te parle pas du recrutement, alors qu'en fait, on a 10% de nos clients qui utilisent Wallaxy pour recruter et c'est quasiment ceux qui ont les meilleurs résultats avec l'outil. Donc, idée d'avoir des funnels qui commencent à être verticalisés par use case. Donc, j'utilise Wallaxy pour prospecter, pour recruter, pour nurturer ou nourrir une audience de contenu, pour enrichir mon CRM avec de la donnée, email, scrapping, etc. C'est un peu nos 4 grands use cases. Donc, l'idée de verticaliser nos funnels pour augmenter nos conversions à toutes les étapes sur la partie marketing. Sur la partie produit, il y a cette idée de redescendre l'expertise métier pour être capable de prendre les meilleures décisions et de faire des virages qui vont être assez importants dans les 18 mois à venir pour positionner Wallaxy dans 3 ans comme vraiment l'outil indispensable pour faire de la prospection et de la nouvelle prospection. Donc, s'adapter vraiment au changement d'usage qu'il y a. Tu vois, on parle beaucoup du setting en ce moment. Il y a un vrai sujet pour nous à faire un outil qui va aider nos clients et une fois de plus rendre accessible un truc qui aujourd'hui le setting, c'est quelque chose qui est très utilisé par les sales, par les gens qui ont de l'expérience, qui sont professionnalisés du métier. Comment on peut rendre cette expertise-là accessible à Jean-Michel, 45 ans, dirigeant de PME, qui veut se lancer dans la prospection et qui veut avoir les meilleurs résultats possibles. Et ensuite, sur la partie diversification, il y a vraiment l'idée de créer un écosystème d'outils qui vont venir se servir les uns les autres avec toujours cette approche des outils qui soient le plus accessibles possible.
En particulier, on est sur 2 focus. Le premier dont je t'ai parlé, c'est Kawa, c'est un outil de génération de contenu LinkedIn, mais moi, je préfère vraiment le positionner comme un outil qui va t'accompagner à atteindre ton objectif sur LinkedIn, qui est un des 3 objectifs que tu as évoqués, faire des vues, devenir une figure d'autorité ou générer des leads, et qui va être là en mode Duolingo pour t'accompagner. Et le deuxième, c'est une boîte qu'on est en train de racheter, donc c'est pas finalisé, donc peut-être que ça se fera pas, mais on est assez bien avancé dans le process. Et ça, c'est une boîte qui justement fait de l'affiliation B2B, qui s'est spécialisée là-dedans. Et donc l'idée, c'est, vu que ça a super bien marché pour nous, c'est d'en faire un produit à part et de pouvoir le distribuer pour, d'un côté, aider des personnes qui veulent faire de la recommandation à générer un salaire en faisant la recommandation d'outils, et de l'autre côté, à des SaaS de générer du revenu complémentaire et de mettre en place l'affiliation pour leur business. Ça serait quoi le lien de tout ça? Entre les produits, Ouais. en fait, le lien, c'est vraiment faire des outils accessibles qui permettent de driver de l'acquisition et de driver du revenu, mais vraiment dans cette idée MarkTech, tu vois. On est toujours aussi actionnaire de Podawa, qui est un outil qui permet de booster la preuve sociale de tes posts avec des likes et des commentaires. L'idée, c'est que tous ces outils se servent. Aujourd'hui, un utilisateur qui arrive sur Wallaxy, en fait, juste prospecter sur LinkedIn, tu peux démultiplier tes résultats si tu fais de la publication en plus. On va te proposer d'avoir Kawa qui va te permettre de t'accompagner pour publier. Et donc, tu vas avoir un effet de levier, parce qu'en fait, tu vas aussi pouvoir recontacter toutes les personnes qui interagissent avec tes posts pour leur faire du setting avec Wallaxy, en leur envoyant des messages personnalisés, en faisant du nurturing. Mais peut-être que tu as envie aussi de booster tes posts au démarrage. Donc, on va aussi te proposer Podawa pour booster tes posts et pour arriver à démarrer un peu plus vite sur LinkedIn. Mais à l'inverse, les utilisateurs de Podawa, peut-être qu'ils ont besoin d'être accompagnés sur la partie publication, donc on va aussi leur proposer l'outil pour publier sur LinkedIn. Et derrière, si tu veux faire de l'affiliation et développer un salaire en tant qu'indépendant en faisant la recommandation d'outils, tu vas avoir besoin de Wallaxy, tu vas avoir besoin de publier sur LinkedIn, donc en fait, tu vas avoir besoin de tout l'écosystème d'outils pour faire ça. Et de l'autre côté, en tant que SaaS, tu peux aussi avoir besoin de Wallaxy pour faire de la prospection. Et puis nous, on va construire une communauté de gens qui sont des revendeurs. Aujourd'hui, on en a 1000 sur notre plateforme, il y en a plus de 15 000 sur la plateforme qu'on est en train de racheter. L'idée, c'est d'avoir une énorme communauté de revendeurs qui sont formés, qui savent utiliser des outils comme Wallaxy, comme Kawa, etc. pour générer de la visibilité et qui vont pouvoir distribuer ton SaaS. Donc tout ça s'intègre dans un écosystème avec en plus une brique média où l'idée, c'est de créer du contenu à forte valeur ajoutée sur tous ces sujets-là et de toucher un maximum de monde pour avoir une brique vraiment, on documente évidemment sur la partie building public et sur la partie briques de valeur qui vont aider toutes ces audiences à atteindre leurs objectifs principalement d'acquisition. J'adore qu'en fait, la toile d'araignée dont on parlait tout à l'heure, mais sur du contenu, en fait, là, vous êtes en train de l'émuler, de la structurer, mais cette fois-ci sur vos produits, quoi. Exactement. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Avant-dernière question. Là, fort de toutes tes années d'entrepreneuriat en tant que CEO, à chaud, là, ça serait quoi les principaux apprentissages dont tu aimerais nous parler, là, que tu as fait sur cette dernière année et demie? Vraiment, ce qui te vient spontanément, parce que ce sera le plus représentatif, je pense. Le premier truc, c'est vraiment, là, c'est une expérience d'entrepreneur de start-up qui a vécu l'hypercroissance. C'est que quand tu as vécu l'hypercroissance et que ta boîte, elle décroît, c'est le pire truc. C'est vraiment, nous, on a fait x2 en 2023 sur notre revenu, puis on a perdu 20% en 2024. C'est la sensation d'arriver à 400 km/h et de te prendre un immense mur. Et en fait, d'un seul coup, quand tu es en hyper-croissance, tu as tout le temps des problèmes. C'est ton métier d'entrepreneur, c'est de régler les problèmes. Mais quand tous les jours, tu génères un peu plus de revenus, tu vas régler tes problèmes avec une énergie quasi infinie, en fait. Chaque problème, il est là pour résoudre, pour faire avancer le business, etc. Quand ta boîte, elle est dans le sens inverse, chaque problème qui arrive, c'est presque un truc qui te défocalise de là où tu as envie d'être, qui est de relancer ta croissance et qui te coûte une énergie qui est énorme. Tu vois. Et donc, en fait, tu t'uses vraiment et en termes d'énergie, d'investissement, c'est beaucoup plus dur. Je ne sais pas si c'est un apprentissage sur lequel une personne qui nous écoute peut faire levier, mais mon apprentissage de l'année, c'est que du coup, la décroissance pour une startup, c'est vraiment la fin de vie. Et pourtant, ta boîte, on est rentable, je veux dire, on est toujours rentable, la boîte, elle génère toujours du revenu, etc. Mais la version de la courbe, elle est très dure et elle demande beaucoup d'énergie aussi pour emmener les équipes avec toi. Puisque dès que toi-même, tu crois plus trop ou tu doutes, parce que c'est pas tu crois plus, mais tu doutes,
Faut arriver à la fois à être transparent avec tes équipes parce que tu n'as pas envie de leur mentir sur la situation de la boîte et en même temps, tu as ce rôle de gourou qui est emmener les gens avec toi. Et si plus personne n'y croit, il n'y a plus rien qui avance. Donc, c'est jouer avec, une fois de plus, cette ambivalence et cette dissonance cognitive où le matin, tu dois arriver, mettre une énergie de dingue, emmener les gens alors que toi-même, tu es dans le doute. Ça, je pense, c'est un truc le plus dur. Si tu me demandes l'apprentissage principal de 2024. C'est une belle description, description du rôle du CEO, le terme gourou, au sens primaire du terme, c'est-à-dire qui montre la voie, quoi. Ton rôle, c'est de montrer la voie, c'est-à-dire la vision. Et c'est sûr que l'analogie que j'ai prise, c'est celle. Alors, elle est éclatée au sol d'un point de vue stylistique. Par contre, elle marche bien. Elle est éclatée parce qu'elle est éculée comme pas possible, mais c'est celle du bateau, c'est celle du navire. Heu, oui, quand tu es pris dans la tempête, tu sais plus où tu vas. Tout ce que tu sais, c'est que tu dois continuer d'avancer tant bien que mal et que, ce qui t'a permis, d'avancer jusque-là, quand c'était l'éclaircie, n'est est ce qui te fera potentiellement sombrer une fois que tu te retrouves dans l'œil du cyclone. Enfin, dans l'œil du cyclone, non, parce que quand l'œil du cyclone, il s'y passe rien par définition, mais quand tu es dans le cyclone, plutôt. Et où là, en fait, bah, tu as besoin que chacun soit, à son poste. Tu as besoin de rigidité, tu as besoin de, respect, de suivi des process. Heu, Là où, bah, quand tu étais en éclaircie et ben, tu savais, avec beaucoup plus de, clarté où tu allais parce que, bah, l'horizon est bien plus dégagé. Hem, Tout le monde, peut être un peu plus lax, quant au process. Tu peux prendre un peu plus d'autonomie. Tu as un peu plus de temps aussi pour faire les choses. Tu as beaucoup moins de stress, donc tu as plus d'aisance au quotidien et en fait, moi ce modèle mental de l'éclaircie versus de l'ouragan, bah, m'a permis de comprendre un petit peu les différentes passes, les différentes périodes à travers lesquelles, on est passé et me permet aussi de comprendre quels outils me permettront, de les traverser. Parce que typiquement, ce qui te permet de traverser un ouragan est exactement ce qui te fera y retourner. C'est-à-dire que, le gros danger, c'est de justement, continuer de maintenir la rigidité, la rigidité du process et l'atténuement de l'autonomie, des gens dans la boîte, au motif qu'on a peur d'y retourner. Mais non, le problème, c'est que ça, c'est exactement ce qui va provoquer le retour dans ce marasme. Et en fait, là, ce que tu m'expliques, c'est que justement aujourd'hui, bah, tu as besoin, heu, de traverser, l'ouragan. Sauf que par définition, vu que tu es dans l'ouragan, bah, tu as pas de vision précise. Tout ce que tu sais, c'est qu'il faut continuer d'avancer et qu'il faut qu'à un moment donné, et on s'en sorte de cet ouragan-là. Et que finalement, bah, la vision à court terme, c'est ça. Et sauf que bah, tu as une équipe qui est habituée, elle, à avoir une vision claire, à avoir toujours existé au sein d'un anticyclone, finalement, et qui aujourd'hui doit un petit peu se réinventer en sa période un peu plus compliquée de crise que toutes les boîtes traversent. Et toi aussi, c'est un vrai apprentissage et c'est une vraie réinvention finalement de ton rôle et de tes outils de CEO, quoi. Mm. Et si tu veux pousser la métaphore, tu as un peu ce truc de le CEO est sur la vigie. C'est un peu le seul c'est celui qui peut voir le plus loin. On va dire que celui qui gère les opérations où tes managers sont un petit peu aux commandes du bateau et les équipes, c'est ceux qui rament. Et toi, tu es un peu en haut le seul à pouvoir dire on va là-bas. Et en fait, pour sortir de la tempête, il faut aller quelque part. Donc, même si tu vois pas là où tu veux aller, bah, il faut y aller. Et si tu veux convaincre les gens en bas de ramer dans le bon sens. Il y a ce truc des fois de dire non mais si, au bout du nuage là-bas, il y a l'île sur laquelle on doit aller, t'inquiète, elle est là-bas, elle ressemble à ça. Et en fait, Elle est toi-même, t'es derrière pas là, trop le sûr, c'est un nuage. peu flou. C'est un peu flou, mais il faut que tu affines ton idée de à quoi ressemble l'île, parce que c'est ça que tu donnes à ceux qui rament. Et si tu veux qu'ils rament avec toi et qu'il y ait une chance de sortir de la tempête, tu es obligé de leur dire si, l'île est là-bas, je la vois. Là, je vois que tu as plein de livres. On va pouvoir finir là-dessus si ça te chauffe. Ouais, je suis Je pas vois que chez tu as moi, hein, plein de livres je suis au derrière. bureau, donc c'est la Je bibliothèque sais. d'entreprise. Mais T'as euh, pas tout lu. Tu es en non. train de dire que tu pas lu l'intégralité des livres Non, mais dans vos locaux. j'ai lu les plus intéressants. Ah ouais? Bah, alors c'est lesquels? Là, ce serait quoi alors même ceux qui ils sont pas obligés d'être là, hein, mais là, ce serait quoi les 2/3 livres, que tu as envie de nous recommander? Vraiment que, selon toi,
que tu offrirais à 100% des entrepreneurs qui te posent la question? Ouais, bah alors je regarde. Je sais pas s'il y est, mais s'il y est pas, il a été emprunté. Le premier, c'est clairement No Rules Rules. Le livre, je crois en français, la traduction est horrible. C'est des règles, pas de règles. Ouais, enfin voilà, ce truc-là. C'est la règle, pas de règle, je crois. Ouais. Enfin, qui est coécrit par le CEO de Netflix, qui nous a permis de baser notre culture justement sur cette idée de liberté, d'autonomie, de contexte, d'ownership, qui sont vraiment des valeurs clés de notre business, enfin notre culture. Lequel je prends en deuxième? Euh, J'aime bien le bouquin Rework, Réussir autrement, parce que il commence à dater, mais c'est des mecs qui ont vraiment conceptualisé aussi cette idée d'efficience, de minimalisme, de faire des outils qui soient les plus simples possibles, d'aller à l'essentiel, de ne pas chercher à servir tous ses clients. Ils ont aussi ce mindset small is beautiful, dont on l'a un peu plus trop, mais j'aime beaucoup cette idée aussi que tu peux faire beaucoup de choses à petit et que ça reste une logique. Et tu vois, nous aujourd'hui, dans la vision qu'on a, on veut faire une boîte de moins de 100 personnes. C'est le cap qu'on s'est donné. On sera jamais plus de 100 personnes. Et on veut voir combien de revenus par employé on peut générer à 100 personnes. C'est ça notre quête de boîte, tu vois. Et donc, quelque part, ça reste un small parce que tu as beaucoup de boîtes qui vont chercher à être 500, à être 1000, à grandir le plus possible. Et nous, on a vraiment ce mindset de dire moins de 100 personnes. Et si je t'en prends un troisième, bah, j'ai mon père qui est écrivain, qui a écrit des bouquins. Il y en a qui sont là, mais bon, c'est peut-être pas très objectif comme suggestion. Euh... Alors, pas tout entrepreneur, mais il y en a un que je vais prendre à contre-courant et qui va un peu dans le sens Kerry Work, c'est A Company of One, qui est pas du tout, du coup, c'est un bouquin que tout entrepreneur qui lance sa boîte, je pense, devrait lire pour se demander s'il est sûr de vouloir scaler des équipes. Parce qu'un des trucs qui est très difficile dans l'entrepreneuriat, c'est de scaler des équipes, c'est de travailler avec d'autres humains. Et qu'il y a des modèles de boîtes aujourd'hui où tu peux être tout seul et construire des boîtes qui te génèrent significativement du revenu. Et donc, il y a une question que je pense peu d'entrepreneurs se posent au démarrage, qui est qu'est-ce que je veux vraiment? Et à quel jeu je veux vraiment jouer? Et l'entrepreneuriat n'est pas forcément synonyme de liberté parce que ça t'ajoute des contraintes, parce que ça t'ajoute des responsabilités et que cette idée de faire une company of one, c'est-à-dire une entreprise de une personne, ça peut être la meilleure manière d'atteindre tes objectifs. Et il faut y penser dès le départ parce que quand tu es dans le vortex du recrutement, après, tu rentres dans une spirale où c'est très très dur de revenir en arrière. C'est un vrai sujet dont on a parlé extensivement dans un épisode qui, je pense, par truchement de l'algorithme, va s'enchaîner naturellement dès que celle-ci se finit. Donc restez connectés, allez pas ailleurs parce que normalement, je pense que ça va enchaîner direct sur celle-là. Mais on avait discuté justement cette question du jeu entrepreneurial et du jeu auquel on joue. Mais tu sais, c'est game changer. C'est-à-dire que à chaque fois que je me rends compte que systématiquement, quand je me plante sur un truc, je me rends compte que c'est dû à 3 trucs. C'est soit un manque de compétences, un delta entre le besoin de compétences que j'avais pour accomplir le truc et mes compétences à l'instant T, un manque de communication avec les parties prenantes, on n'a pas bien ou pas assez communiqué, ou alors c'est tout simplement que, je m'étais pas posé la question du jeu auquel j'étais en train de jouer, vis-à-vis de ce truc-là et qu'en fait, bah, j'avais juste aucune vocation à faire ce truc-là à la base, mais systématiquement et je l'ai pas lu Company of One, mais de ce que tu me dis, ça c'est vraiment la sous-jacente, le message sous-jacent de tout le livre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est de te dire, il y a un modèle où tu veux faire une entreprise d'une personne. Et peut-être que ce modèle, c'est celui que tu veux vraiment. Et donc, moi, j'invite des gens à le lire, pas tant pour la valeur qui est délivrée dans le bouquin, parce que oui, il y a des trucs très activables, mais pour vraiment se poser la question de est-ce que je veux monter, est-ce que mon but c'est de faire une licorne, est-ce que mon but c'est de faire une boîte qui scale, ou est-ce que finalement travailler tout seul, avoir quelques freelances avec qui je bosse et monter un solo business qui me permet de vivre correctement, mais qui me donne de la liberté et de la souplesse, c'est pas le jeu auquel j'ai envie de jouer. Tu aurais 3 conseils à donner aux entrepreneurs, aux entrepreneuses qui nous écoutent? Tu m'as posé une question de plus que ce que tu m'as dit tout à l'heure, on n'avait pas convenu ça. Faut toujours surdélivrer. Il faudra que je te surfacture. J'attends le Lydia part dès qu'on Ok. raccroche. 3 questions, 3 conseils. 3 conseils, ouais. Un framing sur les 3 conseils, c'est qu'est-ce que je ferais si je devais relancer une boîte SaaS de zéro. Et les trois premières actions que je ferais. La première, c'est ce que j'ai déjà fait. C'est vraiment construire un prototype le plus vite possible et avoir un dev dans mon équipe, un bon dev. C'est juste, premier conseil, c'est de s'entourer d'un super CTO, super dev
et construire le plus vite possible un prototype. Le deuxième que j'ai pas fait ou pas suffisamment tôt, c'est construire une audience. En fait, tu peux même démarrer un business en commençant par construire une audience. À partir du moment où tu as une audience, tu peux la monétiser d'une manière ou d'une autre. Et donc, construire une audience, c'est un des premiers trucs que je referais en tant qu'entrepreneur. Simplement un building public de ce que tu fais. Et le troisième, pour moi, il est clé, il reviendra toujours, c'est la notion de lifestyle et de construire un écosystème de vie où là, on est en podcast business, on parle business, mais la composante business-travail de ta vie, c'est qu'une composante. Et si tu fais pas attention aux autres composantes, il y a aucun, enfin, il y en a qui l'ont fait, mais moi, il n'y a aucun monde dans lequel j'aurais amené une boîte à 10 millions de revenus annuels sans un lifestyle qui soit assez strict, entre guillemets, en tout cas qui serve bien le jeu qu'elle veut jouer. Et donc, dans le jeu que je veux jouer, il y a la santé, il y a l'apprentissage, il y a mes relations sociales, il y a le sport. Et donc, le travail n'est qu'une des composantes. Et bien se poser ces questions-là au départ. Quelles sont les choses dont j'ai besoin pour pouvoir entreprendre pendant 10 ans? Et entreprendre, ça fatigue. Donc, il faut être bien au clair sur les basiques dont tu as besoin pour y aller. Cette question des contraintes, c'est quelque chose qui a été théorisé par un pote, Jeremy Coleman, qui dit que lui, son modèle, il a pas du tout, il applique pas du tout un modèle sacrificiel au sens, protestant, du terme, où, tu sais, cette approche-là très christique de l'entrepreneuriat où il faut se sacrifier et pas du tout. Lui, il applique un modèle en fait, je l'applique le même, c'est juste qu'il l'a verbalisé de façon, très pertinente. C'est que, lui, il applique une ambition déplafonnée au sein de tout un ensemble de contraintes. C'est-à-dire qu'il va définir les contraintes, c'est-à-dire les choses que justement, il part de ce qu'il n'est pas du tout prêt, il sera jamais prêt à sacrifier. Donc c'est propre à chacun, hein, en vertu du jeu auquel tu joues. Et une fois qu'il a défini ces contraintes-là, et ben, ses ambitions sont absolument illimitées. C'est-à-dire que si demain, sur la base de toutes ces contraintes, il arrive à faire une billion dollar company, et ben, il ira sans aucun problème. Par contre, ce sera jamais au prix de ces contraintes-là qui s'est fixé au départ. Et si ces contraintes-là font qu'à un moment donné, il plafonne, et ben, il est complètement fine avec ça. Ça fait sens. Et, ça me fait pas mal penser à ce que tu viens de me dire. Mec, c'était un vrai plaisir. Bah ouais, ça fait longtemps Tu qu'on reviens n'a pas enregistré. Trop Bah cool. ouais, de fou, de fou. Bah, cette année, on rattaque, on reprend nos vieux travers, on renoue avec notre approche très média d'origine. Donc il y aura beaucoup plus de contenu. On planche sur 2, voire 3 vidéos par semaine. Et peut-être même plus au bout d'un moment. Donc je pense qu'on va être amené à te réinviter Trop cool. très prochainement. Quand tu veux, en tout cas. De toute façon, on aura toujours une infinité de sujets à aborder ensemble. Donc, Avec plaisir. on peut d'ores et déjà prendre rendez-vous. Trop cool. Faudra juste que tu répondes sur WhatsApp. C'est quoi WhatsApp? Je connais pas. J'ai entendu parler. Merci à tous. On se dit à très vite pour un prochain épisode. Encore une fois, il y a le suivant qui s'enchaîne dès maintenant. Allez, ciao.